Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire électronique, ce webinaire traitant de l'échauffement. Aujourd'hui, la thématique, s'échauffer comme un Olympien. On voudra optimiser la performance, mais aussi prévenir les blessures. Cette vidéoconférence est propulsée par le CDESL, le Conseil de développement excellence sportive Laurentide. Mon nom est Charles Mathieu, je serai avec vous aujourd'hui pour environ l'heure et demie de présentation. Vous pouvez tout de suite nous joindre ou nous suivre sur équipe CDESL. Un portrait vite fait, bien fait de moi. J'ai complété un baccalauréat en kinésiologie. J'ai aussi complété une maîtrise en sciences de l'activité physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Si jamais vous avez un intérêt, vous avez mon papier de mémoire juste ici à droite. Donc la dépense énergétique chez des joueurs de hockey midget en jeu en espace restreint. Le plan de match aujourd'hui est simple. On va analyser un petit peu l'épidémiologie, donc l'analyse, on pourrait dire, des blessures au niveau des jeunes athlètes. On va parler aussi du protocole RAMP développé par le chercheur britannique Ian Jeffrey. On va aussi s'attarder sur les protocoles d'activation pré-compétition. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos athlètes pour les aider? On va avoir aussi les activations pour les pratiques. On va avoir aussi des activations pour les compétitions. Donc, un portrait pas mal général de l'activation. Aux États-Unis, pourquoi j'ai pas donné les statistiques au niveau du canadienne et aussi québécoise? Vous vous dites, bon, ça aurait été super intéressant. Surtout au niveau du Québec, c'est plus des statistiques générales par sport. Donc, par exemple, il y a 1000 blessures au football par année. Il y a 200 blessures au niveau du tennis. Donc, c'est beaucoup plus un petit peu, c'est dur un peu à voir la problématique réelle. Mais dans le fond, au niveau des États-Unis, c'est 2,6 millions de consultations annuellement à l'urgence pour une blessure sportive chez les 5-24. Il y a beaucoup de consultations qui sont faites chez les 5-14. Il y a environ une personne sur 3 au niveau du primaire, au niveau du secondaire qui va devoir consulter un médecin. Donc, imaginez le nombre de blessures dans le parcours d'un athlète qui n'aura pas nécessairement besoin d'aller voir le médecin, une petite entorse à la cheville. Donc, il y a et de plus en plus de blessures au niveau du sport, tant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis. Donc, c'est vraiment une grande problématique qu'il faut s'attarder pour prévenir le plus possible les blessures chez nos athlètes en tant qu'intervenants sportifs et aussi pour optimiser leur performance. Parce qu'on sait que s'ils sont plus souvent sur le terrain que vous, ils vont inévitablement avoir plus de gains physiques et qui sait atteindre les sommets les plus élevés de performance sportive. Les coûts par année pour ces blessures-là sportives-là, c'est 1,8 milliard de dollars annuellement au niveau des États-Unis. Donc, grande problématique de blessures chez nos jeunes athlètes. Donc, il faut absolument mettre des protocoles au niveau pour les prévenir le plus possible. Dans le sport, comme vous le savez, c'est rien de nouveau. Les jeunes pratiquent régulièrement leur sport. Ça a des bonnes choses, mais des fois, dans certains sports, ça peut occasionner des blessures d'usure. Donc, c'est un petit peu ironique. Là, ici, j'ai marqué 13 mois par année. Ils sont beaucoup plus à risque de développer des blessures d'usure. Si on parle quelques exemples ici, l'épaule d'un lanceur, l'épaule d'un joueur de tennis, peut-être des routines chez le gymnaste ou la gymnaste. La course peut aussi engendrer peut-être des syndromes au niveau de la bandelette, des choses comme ça. Et aussi l'épaule du nageur, sans l'oublier. Donc, il y a différents sports que j'ai pas énumérés ici, mais sachez qu'il y a beaucoup de blessures d'usure, c'est une grande problématique pas mal dans tous les sports au niveau de la situation au Québec. La première chose en tant qu'intervenant sportif, c'est vraiment de faire une analyse de notre sport pour essayer de trouver les mécanismes et aussi les régions de blessure que vous avez chez vos athlètes. Et pour ça, je vous recommande fortement d'aller sur un super outil de recherche qui s'appelle Google Scholar. Vous pouvez taper ça écrire ça sur Google Scholar. Et je vous recommande fortement d'aller marquer Common Injuries for et votre sport ensuite. Idéalement, l'angliciser le plus possible. Donc, je vous ai mis un petit peu le topo de différentes blessures sportives ici par sport. Sachez qu'il y en a des fois, les mécanismes sont au niveau des contacts. Par exemple, si on parle du rugby, du football, du hockey, il y a beaucoup de contacts. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement tous prévenir ces blessures-là, toutes les prévenir. Mais sachez que dans le fond, il y a un travail aussi, il y a des blessures qui sont faites
avec des non-contacts. Donc, dans le fond, au soccer, des fois, je fais un changement de direction, oups, je me réveille la cheville. Il n'y a pas eu un contact physique, il n'y a pas eu un coup de crampon sur ma cheville. C'est vraiment le mécanisme on appelle ça un mécanisme de non-contact. Donc ça, il faut essayer en tant qu'intervenant les prévenir le plus possible. Et dans le fond, vous pouvez regarder ça. Donc, exemple soccer, la cheville, le genou. Donc des fois, pas mal toutes les régions peuvent être énumérées, mais je vous dirais de faire la recherche, de voir les blessures les plus communes dans votre sport, c'est l'affaire la plus importante parce qu'après ça, ça va découler des protocoles. Donc par exemple, le hockey, ça pourrait être les commotions, le ski, des fois, il y en a aussi beaucoup, la planche à neige, le slopestyle, des choses comme ça. Donc d'établir un protocole spécifique dans votre sport avec les blessures qui vont avoir beaucoup de sens pour vous. C'est l'essence même que vous devez faire avant d'aller plus loin, avant de bâtir des protocoles, avant de choisir des exercices, des répétitions, et c'est super important pour la prévention de blessures. Au niveau de l'activation de la performance, bon, l'étude de Fradkin nous démontre ici en 2010 que environ 80% des études vont dire que le fait de faire une activation va améliorer la performance. Donc, c'est intéressant. Vous dites pourquoi, Charles, c'est pas 100%. Mais dans le fond, il y a différents protocoles de recherche qui peuvent être faits au niveau des activations. Il y en a des fois qui mettaient des étirements plus passifs de type statique. Il y avait des étirements plus dynamiques, du PNF, différentes techniques. Des fois, le protocole dure 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes d'activation. Donc, on va voir aujourd'hui les recommandations les plus pratiques pour vous aider en termes de durée de temps d'échauffement. Mais sachez que c'est pour ça que c'est pas 100% des études parce que tout dépendant du protocole de recherche, ben ça nous mène à environ 80%. Donc sachez que le chiffre est assez élevé pour dire une activation va procurer beaucoup de gains de performance. Comme vous le savez certainement, c'est quoi les buts d'une activation? Bon, on réinvente pas la roue ici. Ça augmente la performance physique, mais aussi psychologique. On appelle le terme readiness, d'être prêt à entrer dans l'action au niveau du terme psychologique. Donc, une activation va vous procurer beaucoup de bienfaits au niveau psychologique. Les joueurs vont être vraiment prêts à faire face au match, à la compétition. Ça va aussi diminuer le risque de blessure. Donc, c'est vraiment la présentation traite aussi du risque de blessure aujourd'hui. Donc, c'est un but au niveau de l'activation. Au niveau plus physiologie, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Donc, on peut dire que un des super bienfaits d'une activation, ça va monter la température tant centrale que périphérique, ce qui va occasionner une meilleure élasticité musculaire. L'activité au niveau des enzymes musculaire va être augmentée. La disponibilité, on sait que le rôle du calcium va être vraiment prépondérant dans une contraction musculaire. Donc, ça va faciliter les contractions musculaires, même des fois la rapidité de la contraction. Le système nerveux, celui qui envoie le signal pour la contraction musculaire, va être plus rapide. Il va y avoir plus de sang aux muscles. La fréquence de respiration va être optimale au niveau des poumons. Il va y avoir aussi une meilleure viscosité au niveau des articulations, donc le liquide synovial va être beaucoup plus optimal et ce qui va occasionner une meilleure lubrification des articulations. Ce qui va occasionner pour nous, au niveau pratique, meilleure puissance, meilleure force, plus rapide, plus agile, même plus endurant, plus flexible, plus mobile. On parlait du readiness tout à l'heure, un meilleur état psychologique, une meilleure aussi performance technique. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les sports, des fois esthétiques, ça doit être très technique. Donc le fait de faire une activation, de connaître mes segments, ma proprioception au niveau de ma performance technique, ça peut être amélioré à cause de l'activation. Aujourd'hui, on voit un peu la map, la carte, on pourrait dire, de où on va se diriger aujourd'hui. Donc, on va aller se diriger vers le volet plus pratique au niveau, pratique oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de vos pratiques, de vos entraînements sur une base quotidienne. On parlera de capacité de travail beaucoup tout à l'heure pour prévenir les blessures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos athlètes? On parlait aussi qu'est-ce qu'on peut faire avant une compétition 1 à 2 jours. Est-ce qu'on peut établir un protocole d'activation qui va nous permettre d'avoir un avantage neuromusculaire? On va discuter de ça. On va voir aussi une activation avant la compétition. On va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on a des temps de pause durant nos compétitions. Est-ce qu'on pourrait se réactiver pour garder notre optimum de performance durant une compétition?
On parle maintenant de pratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur une base quotidienne pour nos athlètes? Donc, je vous dirais, qu'est-ce qu'il faut retenir de la présentation? C'est déjà hâtif. Il y a beaucoup d'affaires que je vais vous parler aujourd'hui, mais de développer des athlètes robustes, robustness en anglais qui disent, c'est vraiment, on pourrait dire, qu'est-ce qu'il faut avoir chez nos athlètes. Il faut vraiment viser cet élément-là, c'est fondamental avec nos athlètes. Donc, dans ma pratique actuelle, je vois beaucoup d'athlètes qui manque de robustness, qui manque d'être robuste. On donne une charge d'entraînement. Avec le poids du corps, c'est difficile. On va se parler tantôt dans quelques secondes de capacité de travail. Mais c'est vraiment pour moi fondamental de développer des athlètes qui vont être plus robustes, même d'un âge quand même hâtif. On parle de, je ne veux pas faire du coq à l'âne, mais dans le fond, un jeune pourrait débuter l'entraînement à partir de 6 ans et d'intégrer tranquillement des gestes moteurs qui sont poids du corps. Ça peut être dans différents sports, ça peut être avec des balles de tennis, on va aller voir les méthodologies tantôt, mais de développer un âge quand même hâtif, progressif et pour dans le fond, développer une capacité de travail au niveau de nos athlètes pour qu'ils soient plus robustes, pour qu'on puisse mettre un peu plus de charge des fois d'entraînement dans certains éléments et ils ne casseront pas. Donc, on pourrait résumer ça à on va être rapide, agile et puissant. Il faut développer ces éléments-là chez nos athlètes comme, on pourrait dire le comparatif à une Ferrari, mais il faut aussi être résistant et fort comme un tank. Donc, on sait une Ferrari sur une piste de Formule 1, c'est très fragile, c'est très, très, très pointilleux, c'est très précis, très rapide, puissant, mais si on parle des fois qu'on manque un vibreur, des fois la suspension peut casser, c'est très fragile. Donc, il faut développer ces habiletés-là chez nos joueurs, tant au football par exemple, au soccer ou au hockey, il faut être rapide, agile et puissant, mais il doit être très résistant. Et dans quelques secondes, on va un peu parler des méthodes, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des entraînements d'une façon quotidienne. Donc, il faut être fort. Et si vous êtes athlète, vous écoutez cette présentation-ci, retenez ça. Il faut vraiment améliorer votre résilience, être plus fort comme un tank. Activation traditionnelle au niveau de vos pratiques, je vous recommande pas vraiment ceci. C'est un petit peu à proscrire. Je sais que ça se fait de moins en moins. J'en discute très brièvement. Mais si jamais vous avez une gang d'athlètes qui viennent s'entraîner à vos entraînements, autant au gym, par exemple que sur le terrain, évitez de faire des exercices, des protocoles de longue durée aérobie. Le sport actuel comprend tellement de mouvements différents, de changements de direction, de cutting, de changement de position arrière-avant, de course curviligne, de course latérale, de crossover, plein de mouvements au niveau locomoteur qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'impact sur le sport et aussi la prévention de blessures. Même aujourd'hui, là, on parle d'éléments au niveau de vos pratiques, de vos entraînements de façon quotidienne. Mais je veux dire, évitez de mettre un athlète sur un vélo 10 minutes. Faites-moi 10 minutes d'aérobie ou sur le tapis. Ou bien, ok les gars, faites-moi 10 tours de terrain. Dans le fond, c'est un petit peu envoyer nos athlètes et dire, ok, fais ça, là, puis je veux moins un petit peu m'en occuper. Je sais que si le chapeau vous fait, mettez-le, mais je vous dirais, évitez le plus possible. Donc, occupez-vous de vos athlètes le plus possible pour améliorer d'autres compétences physiques, physiologiques, qui vont être très, très, très positifs pour votre sport. Inévitablement. Donc, évitez les protocoles longs aérobie. C'est sûr que si ça dure, c'est une durée très courte, il faut faire 3-4 allers-retours, c'est parfait. Mais je vous dirais, allongez pas trop le protocole. J'ai mieux des fois d'avoir dans mon heure d'entraînement, si je perds mon 10 minutes, puis je les envoie juste courir, faire des allers-retours, ça ne m'a rien donné de bénéfique au niveau de mon sport. Mais si je les avais gardés, on avait fait des affaires, un petit peu de musculation, on va parler un peu tantôt des protocoles neuromusculaires, vous allez avoir beaucoup plus de bénéfices et qui sait, une meilleure prévention de blessures, puis aussi une meilleure performance physique dans vos prochaines compétitions. Donc, en résumé, à éviter au niveau de vos pratiques si possible. Une autre slide, une autre diapo qui est vraiment importante, on pourrait dire c'est le résumé, on pourrait dire quand les méthodologies d'entraînement se résument de ma part vraiment sur ce graphique-ci, c'est la pyramide. Donc vous voyez en rouge, je l'ai mis en rouge, la capacité de travail. De nos jours, là, ces jours-ci, on sait qu'on est en quarantaine, même pour les écoles, sur une longue période de temps. On parle même du 1er mai avant la reprise des classes. Si vous êtes athlète, vous écoutez cette vidéo,
très important d'augmenter votre capacité de travail ces jours-ci. Parce que la capacité de travail, ça veut dire quoi? On pourrait dire en résumé, c'est d'être capable de travailler des fois avec des charges qui sont pas nécessairement lourdes. Donc, ici, dans ce cas-ci, notre poids du corps serait une bonne méthodologie de travail pour augmenter notre capacité de travail. Mais la capacité de travail, c'est la fondation de votre maison. Donc, si la fondation, elle craque, est pas solide, est pas élargie, mettre les stades qui vont être les stades ultérieurs comme la force maximale, la force explosive, la force réactive et la vitesse, tous ces éléments-là en bleu vont dépendre de votre capacité de travail. Donc, si vous voulez avoir une meilleure force maximale, améliorez votre capacité de travail. Si vous voulez être plus explosif et avoir une meilleure pliométrie, je ne dis pas je vous dis pas présentement de ne pas faire de saut de pliométrie, je vous dis juste que la pliométrie va être mieux exprimée si la capacité de travail est meilleure. La pliométrie va être aussi mieux exprimée ainsi que votre vitesse au top de la pyramide va être aussi mieux exprimée si votre force maximale est meilleure. Donc, ces jours-ci, avec votre poids du corps, donc c'est vraiment important de booster ça, d'améliorer le robustness, la capacité de travail, la capacité d'être robuste au niveau de nos athlètes, si vous êtes un intervenant. Donc, de travailler en force endurance, plus que 15 répétitions. Ça peut être aussi la capacité aérobie qui peut être inclue dans la capacité de travail. Si mon athlète, c'est un joueur de hockey, un joueur de soccer, par exemple, il se déplace, il est déjà essoufflé, c'est peut-être faire quelques intervalles de course, de changement de direction qui va augmenter sa capacité de travail pour être un meilleur athlète. Puis aussi, pour prévenir ses blessures, parce que si lui est déjà fatigué en première demi au soccer ou en première période au niveau du hockey sur glace, ou même au niveau du football, il faut avoir une capacité, parce que dans les demi, dans les quarts, dans les périodes qui vont suivre, qu'est-ce qui va se passer? Notre athlète va être plus à risque de blessure parce qu'il n'y a pas assez d'endurance, donc il va être plus essoufflé, son système est déjà très taxé. La capacité anaérobie peut être un autre élément, la mobilité, la flexibilité. Vous voyez que vos athlètes sont pas très flexibles, ça serait peut-être à s'attarder quelques semaines là-dessus pour corriger le tir et optimiser la capacité de travail. Donc, et aussi la stabilité. Des fois, moi je vois beaucoup dans ma pratique, des athlètes des fois qu'on fait un saut d'atterrissage, on saute à deux jambes, atterrissage, le genou rentre vers l'intérieur. Donc, c'est vraiment à augmenter chez certains athlètes au niveau de la stabilité articulaire. Et dites-vous aussi que, par exemple, vous faites quelques exercices avec vos athlètes, je vous dirais, une habilité physique est toujours dépendante d'un autre. Par exemple, je reprends mon exercice du saut. Si, par exemple, votre athlète fait un saut et réception, vous voyez que le genou va rentrer vers l'intérieur, est-ce que c'est vraiment l'habilité ici de travailler les réceptions qui vont renforcer l'exercice? Pas nécessairement, je vous dirais peut-être de les faire un exercice de one leg squat, un squat à une jambe, je descends, je garde la position pour renforcer au niveau musculairement parlant et mettre plus de tension dans la spécificité d'exercice comme un squat à une jambe sans bouger. Donc, va être l'exercice qui va peut-être corriger l'exercice de saut et atterrissage et tout reste stable. Donc, il faut faire attention. Vous pouvez discuter avec des kinésiologues, des fois des physiothérapeutes, d'autres intervenants du sport aussi qui font des thérapeutes du sport qui vont venir vous aider pour venir des fois corriger cet élément-là. Aussi des chiro, il y a beaucoup et j'en oublie là, au niveau des intervenants sportifs, des sciences du sport. La coordination, ça peut être aussi intéressant, la composition corporelle. Charge un athlète que je veux améliorer sa puissance, il faut faire la force maximale, la force explosive, on veut faire de la vitesse, pliométrie. Toutes ces méthodes-là sont excellentes, sauf que, je dirais, si vous voulez augmenter la puissance de votre athlète, si par exemple le jeune a un léger surplus de poids, un 5-10 livres, juste les fois de le rendre plus fit, va plutôt diminuer son pourcentage de gras, ce qui va occasionner qu'il va être plus explosif, donc il y aura une masse moins grande à déplacer dans l'espace. Donc, il faut faire un petit peu... le topo de nos éléments avec nos athlètes. Qu'est-ce qui est à travailler le plus possible? Donc, c'est d'améliorer ça. La capacité de travail, c'est essentiel. Et même, on va le voir dans quelques secondes, même les pros doivent l'utiliser. C'est pas nécessairement je suis rendu athlète olympique, la capacité de travail, j'en ai plus besoin, je travaille juste sur les strates du haut en bleu. Non, si jamais vous voulez augmenter
verrouiller un stade de force, par exemple, de force maximale, par exemple au bench press, ben c'est peut-être parce que juste le triceps manque de capacité. Donc, c'est un peu faire du back and forth, d'aller-retour pour augmenter la capacité de travail, ou sinon, c'est des inclure. C'est pas nécessairement une période que vous vous attardez spécifiquement vers la capacité de travail, c'est peut-être de l'inclure en fin d'entraînement, par exemple. Donc, développer d'autres habiletés, ça peut être aussi surtout chez les jeunes dans ce cas-ci, développer d'autres sports. Augmenter leur capacité, oui, physique, physiologique, mais aussi technique avec d'autres habiletés qui sont des fois à l'extérieur du sport normal, comme la jonglerie, des jeux d'échelle, des jeux de haies, des balles de tennis, des fois déplacements, en sens des balles de tennis. Même si des fois ça sort un petit peu du sport au niveau des jeunes, je parle surtout des jeunes du primaire, peut-être début secondaire. Ça augmente la capacité de travail, par exemple. Donc, développer d'autres habiletés sportives. N'hésitez pas des fois à faire un autre sport, on parle de blessures d'usure ici. Le fait de faire d'autres sports va peut-être aussi enlever un petit peu de taxation au niveau des articulations chez nos jeunes, donc surtout chez les jeunes. Everything counts. Alors pour moi, tout compte en tant qu'intervenant sportif. C'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure, je vais donner un exemple précis, mais c'est un peu le fait de mettre $1 dans votre tirelire au niveau du volet de l'onglet de droite ici, de la mobilité, de la stabilité, de la force. Et c'est tous des éléments de la puissance, endurance, force, endurance, agilité, vitesse et saut. C'est tous des éléments des fois qui peuvent nous aider à prévenir des blessures. Donc, qu'est-ce que je veux dire par everything counts? C'est simple. Dans le fond, c'est comme si vous investissez $1 à tous les jours auprès de vos athlètes. Ben, vous dites, à la fin de la semaine, 5-6$, c'est pas beaucoup. Mais imaginez l'impact à long terme que si vous mettez différents exercices à l'extérieur des sphères techniques, tactiques de stratégie spécifiques et systèmes d'énergie qui vont être vraiment propres à votre sport, qui est aussi fondamental. Imaginez comment ces athlètes-là vont devenir forts, puissants, stables, flexibles dans certains cas, mobiles, plus de puissance, des fois plus rapides et plus agiles. Donc, une règle, on pourrait dire, d'équilibre, pour moi, c'est quoi? C'est environ une règle de 80-20. Donc, ça veut dire quoi? Donc, si jamais vous passez, au niveau de la recommandation pratique, si jamais vous passez 1 heure d'entraînement avec vos athlètes, je vous dirais d'investir un 10-15 minutes pendant l'entraînement à faire des exercices, on pourrait dire, de mobilité, stabilité, tout dépendant de votre groupe, de puissance, d'endurance, force endurance, agilité, vitesse. Donc, il va venir les aider à prévenir les blessures, mais aussi augmenter leur performance. Ça peut être fait à l'extérieur de votre milieu. Si jamais vous faites du patin, ça pourrait être fait avant la pratique. Ça pourrait être fait aussi des fois après la pratique. Donc, choisissez, tout dépendant de votre environnement, le moment optimal pour faire ça. Des fois, si vous êtes un joueur de hockey, vous avez ou soccer, vous avez loué un terrain, une pratique après, ben essayez peut-être de le faire après, le faire avant. C'est sûr qu'on sait que des fois, il y a des systèmes de paiement pour des locations. Donc, je vous demande pas de changer tout le contexte, mais je vous dis juste, essayez de trouver une petite période que vous pourriez investir $1, ce qui est à dire votre 10 minutes en prévention de blessures pour certains exercices musculaires qui vont vous avoir un effet indéniable sur votre performance à long terme, moyen, long terme, même court terme. On va les voir tout à l'heure, puis aussi prévenir les blessures. Donc, une règle à peu près de 80-20. Si jamais c'est 1h30 d'entraînement, vous avez plus de temps avec eux autres, investissez peut-être plus un 15-20 minutes. Et si on fait ça pour 2 à 3 fois par semaine, ou si vous êtes capable, dans le meilleur des mondes, à tous les jours. Donc, imaginez une petite règle simple. Donc, si j'investis 15 minutes avec mes athlètes, je les ai 3 fois par semaine, j'ai un 45 minutes d'entraînement de prévention de blessures. Si je fais ce 45 minutes-là et je le fais pendant 45 semaines consécutives, je vais avoir déjà un 33 heures. C'est quand même gros, là, 33 heures. Au niveau des exercices préventifs de blessures, mais aussi pour optimiser notre performance. 33 heures par année, ben, vous les avez pendant environ 3 ans en coaching. Ben, c'est 100 heures d'entraînement en prévention de blessures que vous avez avec eux. Donc, petit train va loin. Investissez quelques minutes. Selon votre contexte, en prévention de blessures, ça va vous donner vraiment des très, très, très bons gains au niveau de votre performance physique, mais aussi de prévention. Aussi, il faut vous dire, si vous êtes un intervenant sportif, surtout un coach, vous avez un avantage certain sur nous, les préparateurs physiques, les kinésiologues, les thérapeutes du sport, les physiothérapeutes, les ergos, les ostéos, les chiro.
les nutritionnistes aussi, les psychologues sportifs, et j'en passe, et j'en oublie. Vous avez un avantage certain sur nous. Pourquoi? Parce que vous voyez vos athlètes plus régulièrement que nous. Donc moi, je vois peut-être mes athlètes 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, ce qui est peu sur toutes les 24 heures d'une journée fois les 7 jours. Mais vous les voyez des fois 1 heure ou 2 par jour. Donc c'est vraiment, surtout au niveau du sport-études, c'est vraiment clair que si vous incluez des exercices de prévention de blessures à un rythme de 10 minutes par jour, c'est sûr qu'à long terme, vous allez être gagnant parce que petit train va loin. C'est sûr, c'est indéniable vu que votre fréquence, dans le fond, d'entraînement vis-à-vis les autres intervenants du sport. Donc, axez là-dessus. Être plus efficace avec notre poids du corps, c'est la base. Donc, si vous voyez vos athlètes, on peut voir aussi différentes techniques à ne pas faire au niveau des push-ups. Donc, il faut vraiment être assez technique. Donc, dès que vous voyez ça, essayez de les corriger le plus possible pour optimiser leur performance. Enseignez les bons mouvements moteurs. Évitez les rotations internes à l'épaule, les coudes flary, on pourrait dire. Si les coudes trop proches du corps, ici, qu'il faut faire un mauvais pivot au niveau de l'épaule qui va peut-être tonifier un peu trop les trapèzes supérieurs, va faire un rythme d'accrochage à l'épaule. Donc, éviter les courbures lombaires excessives. Donc, ces éléments-là, il faut être, quand on parle de capacité de travail, de work capacity, il faut vraiment axer sur ces éléments-ci, de développer une très bonne fondation, tant technique, on pourrait dire, que de capacité à long terme, on pourrait dire en endurance, de ces gestes-là, tant la planche, donc bien enseigner ça. Le bird dog, des fois, j'en vois certains athlètes, même au niveau, pas au niveau du primaire, mais au niveau du secondaire, ils lèvent, c'est shaky un petit peu, donc il faut vraiment que si ça, ce n'est pas acquis, imaginez les stades ultérieure va être beaucoup difficile parce que nos athlètes n'auront pas la base et elle n'aura pas été bien développée. Donc, de prendre du temps pour bien développer la base, c'est signe de succès pour les stades d'après. Pour aussi optimiser, pour augmenter notre bassin d'athlètes d'excellence. Ici, si vous voyez ça, un genou complètement à l'intérieur, un knee qui collapse, qui va venir casser un genou, on pourrait dire, valgus. Donc, évitez ça chez vos athlètes. J'en vois beaucoup dans le sport. Vous seriez des fois surpris, mais il faut absolument corriger ces exercices-là. Donc, soyez créatifs, soyez imaginatifs au niveau de vos exercices de votre corps. À la fin de la présentation, je vais vous donner quelques exemples pour vous aider. Donc, évitez, dans le fond, évitez ces exercices-là, les erreurs qui sont commises ici. Optimiser la performance via la base, la fondation de la musculation, qui est les exercices avec son poids de corps. Un autre synonyme, on pourrait dire, d'entraînement de capacité de travail pour moi, c'est à la mode ces jours-ci. On parle d'entraînement neuromusculaire. C'est quoi? C'est un petit peu un melting pot de plein de choses. Des exercices d'équilibre, de musculation, de pliométrie, des sauts, de l'agilité, des exercices spécifiques, des étirements, des exercices de vitesse. Comme on en parlait, on en discutait tout à l'heure, des exercices d'atterrissage, des contrôles avec une stabilisation articulaire. Donc, en général, on est capable de diminuer le taux de blessure de 20 à 50%. Vous voyez toutes les recherches ici. Nous, de différents sites musculaires, tant du bas du corps, en torse aux chevilles, en faisant un protocole d'entraînement neuromusculaire avec nos jeunes. Donc chez les jeunes, c'est quoi? Comme je le dis préalablement, je ne vais pas me répéter, 10 à 15 minutes par séance, effectué 2 à 3 fois par semaine. Il faut aussi un volume d'entraînement de 30 à 60 minutes. Donc si vous faites 3 fois par semaine 10 minutes, vous rentrez dans la recommandation. C'est excellent. Les effets positifs vont être visibles après une vingtaine à 60 séances d'entraînement neuromusculaire. Donc ça prend du temps, comme je le disais. Petit train va loin. Investissez votre dollar de prévention de blessures dans votre tirelire à tous les entraînements ou 2-3 fois par semaine. Et à long terme, moyen long terme, ça va être très gagnant pour vous. Au niveau d'autres éléments, être compétent. Donc, quand je vous parlais de faire d'autres sports, intégrer différents exercices, même qui vont un petit peu à l'extérieur de votre moule,
être compétent dans plusieurs mouvements, ça diminue le risque de blessure. Donc, faire aussi de la musculation, c'est scientifiquement prouvé que ça diminue le risque de blessure. Faire des sauts, des changements de direction, des bonds, des skips, des sauts vers l'avant, des sauts en hauteur, des sauts latéraux, ça diminue aussi le risque de blessure. Et on parle que chez les jeunes, il faut vraiment entraîner la bonne technique. C'est la priorité en tant qu'intervenant sportif et en tant aussi qu'athlète. Chez les plus vieux, on veut faire un peu plus une stamina, une endurance de ces exercices-là neuromusculaires. On veut augmenter peut-être la fatigue pour qu'elle soit plus élevée. Donc, il y aura une meilleure tolérance en fin de match, en fin de partie, en fin de routine, afin de diminuer le risque de blessure. Donc, ça prend du temps à faire au moins 4 semaines d'entraînement, avoir des adaptations. Donc, si vous dites, Charles, je vais faire ça la semaine prochaine pour ma compétition, dans 2 semaines, vous n'aurez peut-être pas, vous allez avoir quelques bienfaits, mais pas nécessairement l'optimum de bénéfices pour la prévention de blessures. Et avoir des adaptations positives, même aussi de performance. Et ça a été démontré aussi avec le FIFA 11+, que c'est une bonne stratégie d'entraînement neuromusculaire pour nous permettre de diminuer le nombre ou même la sévérité des blessures d'usure. Un protocole ici qui a été fait auprès de plusieurs athlètes. Ça a été un protocole qui avait été fait avant les entraînements, pendant 15 entraînements consécutifs. Et ensuite, il faisait un maintien à raison d'une fois par semaine. Le protocole durait 15 à 20 minutes. Ce protocole-ci, à gauche, permettait de diminuer les blessures, tant en sévérité qu'en nombre, selon l'étude de Olson et ses collègues en 2005. Donc, des exercices, on pourrait dire, comme on les a dit un petit peu tout à l'heure, qui comprennent des exercices d'échauffement, qu'on monte les fréquences cardiaques, d'activation, donc des courses vers l'avant, des genoux, des courses latérales, quelques sprint, des éléments techniques, plus de changement de direction, cutting, je change de direction vers la gauche ou vers la droite, des atterrissages, des exercices d'équilibre, on parlait aussi des exercices de force et de puissance, des squats à une jambe, des sauts avant. On peut dire ici au niveau du cercle rouge qu'au niveau du groupe intervention, donc ceux qui faisaient le protocole de prévention comme on vient de le voir, on voit que la somme, le total des blessures était de 95 et ceux qui n'ont le groupe contrôle, ceux qui ne faisaient pas le protocole de prévention de blessures, quasiment le double de blessures vis-à-vis du groupe intervention. Donc le fait de faire des exercices de prévention de blessures, ça diminue drastiquement la sévérité et aussi le nombre de blessures au total. Donc, on peut voir aussi par région musculaire, on dit à peu près que 50% de réduction de blessures au niveau des chevilles et des genoux. Donc, je vous laisse ici l'étude de Olson en 2005. Vraiment cool la présentation de Matt Winning qu'il a présenté au NSCA National, au Coaches Conference, excusez-moi, en 2019. Matt Winning qui est un powerlifter très reconnu dans le monde du powerlifting. Donc le powerlifting est quoi? Qui est une discipline qui inclut 3 mouvements, le bench press, le squat et le deadlift. C'est la somme, on fait la somme du total de poids qui est levé pour les 3 exercices. Dans cette discipline-ci. Lui, avec ses athlètes, même pour lui-même, il trouvait que au niveau de sa capacité de travail, il s'est rendu compte qu'il trouvait qu'il n'était pas assez optimal pour certains de s'élever comme le squat, le bench press, mais aussi le deadlift. Donc lui, sa méthodologie pratico-pratique avant ses entraînements et aussi avec ses athlètes pour lui-même aussi, il vient faire 4 séries de 25 répétitions par exercice et ça c'est fait en circuit. Donc ça inclut seulement 3 exercices pour combler des lacunes. Donc je vous donne un exemple ici. Donc vous allez prendre exercice, par exemple, il prenait exercice de planche ventrale pour 1 minute. Ensuite de ça, DB press. Donc, avec des dumbbells couchés sur le dos avec des poids libres, il faisait 25 répétitions. Et aussi, par exemple, ça pourrait être des exercices de triceps, le triceps pull down, press down, au niveau d'un exercice de poulie avec, on pourrait dire, les cordes, comme sur l'image ici là, de Matt Winning ici, exercice de triceps avec 25 répétitions. Donc lui, il mentionnait, juste pour vous donner une idée de grandeur, il disait pas que c'est nécessairement ce que tous les athlètes doivent atteindre et vont atteindre dans leur carrière de sportif. Mais lui, par exemple, Matt Winning, il va utiliser, par exemple, au DB press pour 25 répétitions, 70 livres.
donc 70 livres pour 25 répétitions. Il va faire ça 4 fois en circuit. C'est quand même une charge assez considérable pour si on parle en termes d'idée de grandeur. Donc, par exemple, je reviens à mon exemple, planche, exercice DB press, exercice de skull crusher. Pas nécessairement le skull crusher, mais l'exercice au niveau du triceps pull down, au niveau de la poulie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, l'exercice de planche. Ensuite de ça, il change au DB press. Après ça, il changeait à l'exercice de triceps pull down. Il prend pas de pause, il va refaire ça, ce trio-là, ce circuit d'exercices-là, 4 fois au niveau de ces 3 exercices-là, à raison d'environ 25 répétitions. Le protocole dure environ 10 à 12 minutes. Et c'est surtout de focuser vers des régions articulaires et musculaires qui vont être vraiment des fois plus prônes à être blessés. Souvent, ils manquent de capacité de travail. On parle du core, des abdominaux, des ischio-jambiers muscles postérieurs au niveau de la cuisse, des fessiers, les muscles de la coiffe des rotateurs, pour exemple un lanceur, ça peut être aussi des exercices de triceps. Donc, comment on peut le rendre, ce protocole-ci, plus pratique, plus appliqué pour nous en tant qu'intervenant du sport? Donc, je vous dirais, au lieu de faire 4 nécessairement séries, des fois ça peut être très taxant pour certains athlètes, mais c'est vraiment de tendre vers peut-être le 4 séries pour vos athlètes peut-être au niveau collégial, universitaire, élite, olympien même. Donc je vous dirais, pour le commun des mortels, si vous avez des jeunes plus du primaire, secondaire, allez-y plus avec un protocole de 2 à 3 séries. Et là, ça dépend du groupe. Est-ce que c'est des jeunes de 5 ans? Est-ce que c'est des jeunes de 10 ans? De 15 ans? Donc, le nombre de répétitions va varier beaucoup. Aussi, si vous utilisez des temps de travail, et je vais vous dire bien honnêtement, le meilleur des trucs, c'est d'observer vos jeunes. Il faut se souvenir aussi qu'on est dans l'élément présentement de vos pratiques. Et si c'est fait avant l'entraînement, je vous conseille aussi d'analyser parce qu'il ne faut pas non plus les brûler trop, les taxer trop, parce que votre entraînement, des fois, va peut-être être de moins bonne qualité. Donc, pensez-le surtout en activation. On veut monter la capacité de travail. On veut travailler un petit peu, on appelle ça le continuum, le low hand, l'extrémité, pas nécessairement de force maximale, mais plus d'endurance musculaire, de capacité de travail. Donc, analysez vos athlètes, mais je vous dirais peut-être une intensité de 5 à 6 sur 10 de perception de travail. Donc, analysez, sortez votre loupe en intervenant et analysez, on pourrait dire, comment les athlètes répondent. Et si vous voyez qu'on les joue bien rouge, fatigue, beaucoup de sueur, c'est des signes que l'intensité est assez élevée. Donc, 3 exercices pour combler des lacunes. Je vous conseille que vous pouvez faire des rotations de protocole. Donc, il existe beaucoup d'exercices, par exemple, vous pouvez faire avec le poids du corps, donc de pivoter, de changer, d'alterner vos protocoles, même de jour en jour, c'est peut-être de semaine en semaine. Ça va être plus motivant pour vos athlètes. Ils vont être aussi, si c'est plus motivant, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont donner peut-être plus à l'entraînement. Et il faut se dire aussi qu'il y a 2 types d'athlètes. Il y a l'athlète au niveau de leur motivation. Il y a l'athlète qui aime la stabilité. Donc, il sait que, bon, on rentre, il y a le protocole. Après ça, c'est la pratique, c'est l'activation spécifique. Après ça, c'est le match. Ou par exemple, après ça, c'est le volet plus technique. Après ça, c'est le volet plus tactique de votre pratique. Donc, les jeunes, il y a certains jeunes qui sont plus motivés qu'un élément plus de stabilité. Et il y a aussi des jeunes dans votre groupe qui sont plus motivés quand ça vient varier. Donc, la variété. Donc, le fait de varier des protocoles d'activation ici, dans le cas échéant, dans le fond, ça vient motiver davantage vos athlètes. Les protocoles doivent durer 10 à 12 minutes. On ne veut pas que ça prenne une demi-heure à faire ça. C'est pas le but de la chose. Core, ischio-jambier, fessier, coiffe des rotateurs, les muscles spécifiques au sport. C'est un élément critique ici. On veut limiter la fatigue, mais on veut promouvoir une activation. Donc, il faut avoir le juste milieu entre les deux. Je vous ai fait un petit peu un organigramme, qu'est-ce qu'on peut venir faire, comment les segmenter, comment les périodiser, l'approche parallèle, je vous dirais, pour un jeune du primaire, ça peut être vraiment intéressant, des fois même maternel, ça peut être super intéressant pour nos très jeunes athlètes, à nos jeunes athlètes, même début de secondaire. Comme je vous dis, il n'y a pas de bonnes recommandations. Je vous dirais, analysez votre groupe. Ça va être le meilleur feedback que vous pouvez avoir sur vos athlètes. Donc, le protocole ici A, de l'approche en parallèle, c'est quoi? C'est avoir développé plusieurs habiletés en même temps. Donc, par exemple, si lundi, vous avez vos athlètes, vous prenez le même protocole pour toute la semaine qui est le protocole A que vous avez développé. Vous allez faire un exercice de bas de corps. Exemple, OK, on va faire les squats avec le poids du corps. Ensuite de ça, on va venir faire un exercice de haut du corps. Exercice push-up.
On va faire le push-up. Parfait. Ensuite, on va prendre un troisième exercice qui est un exercice de planche ventrale. Parfait, on part avec ça. Donc, on va faire 2 à 3 séries de ça. Donc, exemple, on va faire l'exercice de squat, push-up, planche et on retourne faire 1, 2 et 3 et une troisième série de ce trio-là. On va faire la même chose mardi, mercredi et jeudi. Si on veut un peu plus alterner l'approche parallèle du développement de plusieurs compétences physiques, on va y aller plus avec l'exemple ici du protocole A, la journée du lundi. Même chose, bas, haut et core. Vous pourrez aussi les alterner dans l'ordre. Ça pourrait être core, bas et haut. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, le protocole B, donc, qui est un autre protocole qu'on va venir mettre en place pour créer de la variété pour nos athlètes. Maintenant, un modèle un peu plus intense. Au niveau, on va parler du modèle de séquence. Donc, on veut intensifier une habileté les unes après les autres. Donc, si dans le cas présent, donc le lundi, par exemple, je prendrai mon protocole A, qui est de faire 3 exercices du bas du corps. Attention dans ce genre de protocole-là, encore là, analysez la qualité de votre groupe. Est-ce que c'est des jeunes, des très jeunes? Est-ce que c'est d'élite, olympique? Est-ce que c'est du sport, dans le fond, professionnel? Donc, le fait de faire ici 3 exercices du même groupe musculaire, par exemple, je fais des squats, je vais venir faire la chaise au mur, puis je vais faire la chaise au mur à une jambe. Il faut vraiment que vos athlètes soient très bons pour tolérer ce genre de charge-là, parce que ça va être très taxant. Donc, on parle pas ici d'un entraînement physique qui serait peut-être à considérer pour 3 exercices back-to-back, une trisérie du même groupe agoniste. Mais ici, on parle plus d'une activation, donc important des fois de varier les exercices, par exemple du bas du corps. Ça peut être un exercice pour les fessiers, un exercice pour les ischios, un exercice pour les quadriceps, par exemple. Ici, le mardi, je ferai 3 exercices du haut du corps, encore là, de varier la région musculaire du haut du corps. Le mercredi, les abdos, et je ferai le jeudi des sauts comme ceci. Donc, j'intensifie, je mets plus de volume par entraînement pour une région musculaire. Donc, je l'intensifie. Protocole, on pourrait dire le protocole numéro 2 ici. Donc, si je viens, on pourrait dire dans ma semaine, si je me dis, mes athlètes, il manque de bas du corps puis il manque de haut du corps, le core c'est assez solide. Donc, pendant 2-3 semaines, un mois, je vais venir effectuer une fréquence plus soutenue au niveau de mes exercices du bas de corps. Donc, bas du corps le lundi, bas du haut du corps, le mardi. On va revenir avec le bas du corps le mercredi, le jeudi. On va s'attarder au haut du corps. Donc, 2 fois par semaine par région musculaire, par exemple. Plus intense. Et l'approche que j'aime bien, souvent en tant qu'intervenant, on dit je veux travailler cette compétence-là physique-là, mais je veux pas délaisser ça parce que je sais que si je la touche pas, peut-être qu'elle va se dégrader au fil du temps. Vous avez bien raison. Donc le modèle en phase, la périodisation par en phase, c'est dans le fond, c'est de passer plus de temps sur une qualité, mais sans délaisser une autre. Donc ici, dans l'exemple, ici, le lundi, le protocole A, je vais faire 2 exercices. Donc, j'intensifie mon bas du corps, 2 exercices du bas du corps. Je vais maintenir pendant toute ma semaine mes exercices, au moins un exercice par jour d'abdos. Je vais faire le mardi le haut du corps, le mercredi le bas du corps. Je vais revenir avec mon haut du corps le jeudi. Ici, donc, si par exemple, je me dis, mes abdominaux puis mes sauts sont pas nécessairement au point où je voudrais l'être. Donc, dans le fond, ici, donc ici, le core, je le ferai encore 2 exercices. Ici, je ferai un maintien alterné de mon bas et mon haut du corps. C'est aussi une autre approche que vous pouvez avoir avec vos athlètes. Donc, approche assez intéressante, sans délaisser un autre et intensifier quand même une qualité physique. On parle aussi là, de l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, qui vient de ma région natale. Mais que voulez-vous? Donc, c'est important pour vous en tant qu'intervenant de décider quels sont les éléments à corriger, à renforcer chez vos athlètes et essayer de les séquencer dans vos mois de périodisation auprès de vos athlètes pour essayer de bâtir une fondation physique et essayer de prévenir les blessures, mais aussi augmenter leur performance sportive. Le foam roller est souvent utilisé. On ne parlera pas du foam en tant que ou des bâtons de massage en termes de post-exercice après un entraînement qui a des bienfaits au niveau de la récupération.
qui enlève des fois les courbatures musculaires. On va parler beaucoup plus du foam dans une présentation ici aujourd'hui sur l'activation, donc sur l'activation et le foam roller. Donc, on peut voir que l'amplitude de mouvement de façon aiguë, donc sur court terme, ça semble être efficace. Donc, selon beaucoup de recherches ici à droite, si vous faites du foam, si vous voulez augmenter votre amplitude de mouvement, votre flexibilité d'une certaine façon pratique, ça semble être efficace. Donc, au niveau aussi de la performance, ben là, c'est pas très clair, sauf qu'il n'y a pas d'éléments négatifs. Donc, si par exemple, vous dites, hey, moi Charles, je fais du foam, je me sens mieux avant ma pratique ou avant de ma compétition, je me sens mieux, je me sens plus en forme, je me sens plus mobile, faites-le. Donc, il n'y a pas d'éléments négatifs à faire le foam, mais c'est souvent plus inefficace qu'efficace. Dans certaines études, on démontrait que le fait de faire un peu de foam des fois sur les cuisses pouvait optimiser l'équilibre musculaire pour éventuellement, qui était l'hypothèse de recherche, pour améliorer les sauts en hauteur, mais c'est souvent plus inefficace qu'efficace pour améliorer la puissance, la vitesse et l'agilité. Juste pour revenir aussi sur l'amplitude de mouvement de façon aiguë, donc vous dites Charles, je pourrais utiliser ça quand? Des fois, ça pourrait être à l'entraînement pour un squat, vous avez moins de flexibilité au niveau dorsal pour améliorer la qualité de votre squat. Ça pourrait être de masser des fois les mollets pour réduire, on pourrait dire, la tonicité au niveau des mollets, des gastrocnémiens. Donc, ça pourrait être une utilisation pratique du foam durant l'entraînement. La durée de l'effet pour un 20 secondes de massage va être environ de moins de 10 minutes. Donc, les effets d'amplitude de mouvement sont quand même très de courte durée. Donc, il faut faire attention aussi à ça. La durée optimale sur avoir des bienfaits au niveau surtout de l'amplitude de mouvement, ben, il faut faire au moins 90 secondes et plus. Donc, vous pourrez faire 3 séries de 30 secondes si jamais la région est très dense et tonique. Ça semble être efficace plus grand que 90 secondes. Ici, un petit résumé, on voit que c'est juste pour vous démontrer, c'est que le protocole de Su et ses collègues en 2017, l'étude, donc dans le fond, le range of motion, l'amplitude de mouvement ici, vous voyez que c'est amélioré. On voit quand même que l'écart type est quand même assez grand, mais à peu près d'une dizaine de degrés ici, que le foam va être un peu le meilleur protocole dans le fond pour améliorer l'amplitude de mouvement ici. Donc le foam, il y avait les étirements statiques et il y avait les étirements dynamiques qui durent environ 2 à 3 secondes au niveau de ces étirements-ci. Les étirements statiques durent environ une trentaine de secondes ici dans le cas présent. Alors maintenant, quelque chose de cool, je crois pas que c'est excessivement utilisé auprès de tous les sports présentement. Peut-être surtout chez les jeunes, on va voir dans quelques secondes avec cette technique-ci qu'il faut voir un petit peu changer certains paramètres de cette technique-ci. On parle de pré-compétition 1 à 2 journées avant votre compétition. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'activer? Alors vous vous dites sûrement, Charles, moi j'ai toujours entendu dire que la musculation avant la semaine de ma compétition, de mon match, ça cause de la fatigue et des dommages musculaires, puis ça persiste dans le temps. Vrai, vous avez raison, selon plusieurs chercheurs, vous les voyez ici à droite, les dommages musculaires et la fatigue, ça persiste environ d'1 heure à 7 jours, donc c'est très grand d'un individu à l'autre, à cause du sommeil, la génétique, aussi à cause de la nutrition. Donc, il y a un grand laps de temps que les effets néfastes vont perdurer de 1 heure à 7 jours, qui vont avoir des effets sur la fatigue et les dommages musculaires suite à un entraînement. Ici, un post, une publication que j'ai faite sur mon Instagram, Lachaume Training. Vous voyez ici, pour un entraînement intense, au niveau d'un entraînement en résistance, ça prenait environ 72 heures avant de bien récupérer. Donc 3 jours, donc si vous faites un entraînement en musculation intense avec des bonnes charges, ça va prendre environ 3 jours avant de récupérer pour le même site musculaire. Si on fait un entraînement de sprint, c'est environ la même chose, environ un 72 heures pour la qualité surtout neuromusculaire vienne revenir vers des valeurs de base. Des signes qui vont être une récupération optimale. Ensuite, un entraînement plus de saut, de la pliométrie, c'est plus un 48 heures avant, c'est un petit peu moins intense selon la recherche de Thomas et ses collègues en 2018.
Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait nous aider là, suite à ça pour donner des meilleures recommandations pour optimiser notre performance avant une compétition ou un match? Alors oui, il y a finalement une méthodologie qu'on peut utiliser. Ici, l'étude de Tsoukas et ses collègues en 2018, ils ont recruté 17 athlètes qui étaient très bien entraînés, qui étaient sportifs et c'était aussi qui pratiquaient des disciplines de puissance. Donc, leur protocole, c'était quoi? Les athlètes faisaient 5 séries de 4 sauts à 40% de leur pourcentage au squat sur 1 RM, donc leur charge maximale. C'est quoi 1 RM? C'est leur charge maximale. Donc, si par exemple, un exemple bien pratique, les athlètes faisaient 100 livres, ils mettaient 40 livres sur la barre pour exécuter leur saut en hauteur. Il y avait 3 minutes de récupération passive, ils ne faisaient rien suite à leurs 4 sauts en hauteur avec 40% de leur charge maximale. Et l'exercice choisi, c'était le jump squat, un peu comme sur l'image, donc un saut maximal pour aller chercher le maximum de puissance. On peut voir, suite 24 heures après cet entraînement-ci, on peut voir un avantage certain, clair, environ de 5% au niveau du pourcentage de la performance d'un counter movement jump, d'un saut en hauteur. Donc 5%, c'est vraiment intéressant et même les effets perduraient pour environ un 3% d'avantage 48 heures. Ça, c'est le groupe, dans le fond, d'intervention. Si on y va au niveau du groupe contrôle qui ne faisait pas cet entraînement-là, on voit qu'il n'y a pratiquement aucun bénéfice, dans le fond, pour au niveau de rester passif. Donc, le fait d'être actif, de faire un protocole avant nos compétitions de 24-48 heures, ça donne un avantage de performance, surtout en puissance, ici dans le test. Un depth jump reactive strength index, c'est quoi ça, Charles, en pourcentage? C'est un saut de l'indice de force réactive, c'est quoi? C'est la hauteur de saut divisée par le temps de contact. Ici, on peut voir après 24 heures après l'entraînement de 5 séries de 4, on peut voir un avantage à peu près d'une dizaine de pourcents sur l'avantage de la performance neuromusculaire du muscle. Même après 48 heures, il y a environ un 5% d'avantage. Très, très cool. Donc, le fait de faire un entraînement explosif la journée ou 2 jours avant notre compétition ou notre match, un avantage neuromusculaire, ça potentialise, on pourrait dire, les cellules musculaires, la fibre musculaire, pour nous donner un avantage au niveau de la puissance. Au niveau de la recherche, ici, très belle revue de Harrison et ses collègues en 2019 qui traitait un peu du priming effect, l'effet d'avantage d'activation neuromusculaire. Donc, je vous dirais, grosso modo, c'est quoi en termes de recommandations pratiques? Je vous dirais de 6 heures à 33 heures avant votre compétition. La vitrine, c'est la vitrine du priming activation qu'on vient de discuter. Donc, de prévoir ça, que la vitrine optimale, c'est de 6 à 33 heures. L'étude précédente disait de 24-48 heures, mais je dirais plus entre 6 heures. Ça pourrait même être si vous avez les installations disponibles, ça pourrait même être le matin d'un match, le matin d'une compétition. Si vous avez une compétition qui est plus en soirée, ça peut être vraiment utile pour avoir un effet, un avantage neuromusculaire sur les compétiteurs. Donc, avant la compétition, la durée, c'est environ 15 à 20 minutes. C'est vraiment un entraînement qui va être très court. Le temps d'effort par exercice, c'est 6 à 9 secondes. C'est de façon explosive. Est-ce que c'est à l'intensité maximale? Oui, c'est pas mal à l'intensité maximale qu'on veut venir faire cet entraînement-là pour avoir un gain neuromusculaire. Le volume doit être très faible. Donc, 1 à 2 exercices. C'est pas un exercice qui doit être brûlant. Il y a beaucoup de repos. 3 minutes par série. Vous allez faire 2 à 3 séries. Les répétitions vont être de courte durée, moins de 6 répétitions. Et il y a deux typologies d'entraînement que vous pouvez faire pour vous. Donc, vous pouvez utiliser en charge, une charge qui va être développée plus en termes de force musculaire. Donc, plus grand que 85% dans 1 RM. C'est quoi 85%? C'est votre charge que vous pourriez faire 6 répétitions. Donc, vous pouvez le tester au gym. Vous faites la plus haute charge que vous pouvez faire 6 répétitions. Et dans le fond, pour votre entraînement pré-compétition, votre priming activation, vous allez utiliser cette charge-ci pour quelques répétitions, peut-être 2 à 4 répétitions à haute résistance. Vous pouvez le faire de type plus explosif, plus balistique. Là, ici, on parlait environ d'un 30 à 40% du pourcentage de 1 RM exercice de saut.
Vous pouvez faire l'exercice du haut et du bas, ça fonctionne. Donc les exercices les plus typiques qu'on peut venir faire ce type d'entraînement-là, c'est le squat, jump squat, counter movement jump. Ça peut être aussi de l'haltérophilie, je n'en ai pas parlé. L'haltérophilie peut être une très bonne méthodologie d'entraînement pour ce type d'exercice-là. Le bench press peut être bien. Le prowler, comme sur l'exemple en bas à gauche. Des sprints, des medicine balls, des lancers avec des ballons médicinaux, des ballons poids peut être très une très bonne solution pour vous. Là, vous dites, Charles, moi j'ai des jeunes athlètes de niveau primaire, début secondaire, j'ai pas nécessairement ces installations aussi pour faire un priming, j'ai pas de salle de musculation. Ben moi je vous conseille, qu'est-ce qui peut être pratico-pratique, c'est des sprints, des sauts. Ça n'a pas été encore démontré que l'effet de potentiation retardée musculaire a été démontré chez les jeunes, c'est beaucoup plus chez les athlètes de haut niveau. Mais je vous dirais des sauts en hauteur, des bonds, des choses comme ça qui vont être très neurales, de courte durée, des courtes répétitions, 4 à 6, 8 répétitions, des sprints à haute intensité, des sprints aussi que ça veut des bandes élastiques, on appelle ça des strength bands, des bandes de force que vous venez les louper, les accrocher ensemble, des fois qu'un mousqueton, quoi que ce soit, et les jeunes font des sprints en résistance, ça peut être aussi une bonne solution pratico-pratique. Aussi, si vous avez accès à des ballons poids, des lancers, ça peut être aussi un autre élément. Si vous avez un prowler, ça peut être cool. Donc, je dirais pratico-pratique, des sprints, des sauts. Sprint résisté, ça peut être des affaires très intéressantes. Le matin même des matchs ou bien la veille de vos matchs ou de vos compétitions. Compétition maintenant, on va parler un petit peu de protocole, qu'est-ce qu'on peut venir faire lorsque là on était en volet plus pratique, pré-activation, 1 à 2 journées. Là on tombe maintenant dans le volet plus. Quand j'ai une compétition, qu'est-ce que je fais le matin même ou juste avant la compé? Donc, encore là, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-ci, mais éviter les activations traditionnelles. OK, fais-moi 3 tours de terrain, reviens, fais 10 minutes de vélo, on est parti. Donc, évitez ces protocoles-ci. Impliquez-vous, chers intervenants, auprès de vos athlètes pour enseigner différents mouvements, corriger les mouvements, les perfectionner. Puis des fois aussi, il va y avoir un meilleur transfert vers votre performance sportive si on est des fois un peu plus impliqué en tant qu'intervenant pour le bien-être de nos athlètes, mais aussi pour la performance et la prévention de blessures. Donc, impliquez-vous durant les activations. Si vous êtes plus impliqué, il va peut-être avoir plus d'intensité durant l'activation avant votre match, votre compétition. Alors, c'est très important. Donc, évitez les longs protocoles aérobie. Aussi, on va voir un peu pourquoi éviter les longs protocoles d'activation d'ici quelques minutes. Bon, au niveau de la recherche, je reviens un petit peu avec l'étude de Fradkin en 2010. Donc, c'est très grand. C'est quoi l'activation améliore de combien en termes de pourcentage ma performance sportive? Ben là, c'est tout dépendant du protocole, la durée, le type d'exercice que je prends, ben c'est environ de moins d'1% à 20%. On pourrait dire peut-être une moyenne de 10% d'avantage d'amélioration de performance lorsque vous faites une activation. Donc, c'est inévitable de faire une activation avant votre performance sportive. Le protocole RAMP, donc RAMP qui veut dire une élévation progressive, ça a été développé par le chercheur britannique Ian Jeffrey en 2007. RAMP qui veut dire 4 étapes, R-A-M-P en anglais qui est raise, on veut élever les fréquences cardiaques, on veut activer certains groupes musculaires, on veut mobiliser, on veut gagner en amplitude de mouvement optimale, on veut potentialiser certains gestes explosifs pour avoir un avantage neuromusculaire. Alors le raise, c'est quoi? Si on veut monter les fréquences cardiaques, donc je vous recommande, je ne vous demande pas de vous dénaturer. Tantôt on parlait d'exercices musculaires, tout ça, de capacité de travail. Donc lorsqu'on a un match, on ne veut pas dénaturer le sport. On veut garder nos mouvements de locomoteur qui est lié au sport. On a des mouvements avant, arrière, latéral, croisés, tourner les hanches, des choses comme ça. On veut ainsi inclure des changements de direction dans l'activation, dans l'élément, dans la phase raise qu'on veut faire. Plus, on pourrait dire des déplacements pour monter nos fréquences cardiaques. On doit aussi inclure dans cette case ici des tâches spécifiques au sport comme des dribbles. Donc, c'est sûr, si vous êtes joueur de basket, un protocole d'activation qui n'inclurait pas un ballon de basket, ça serait un petit peu ironique. Donc, c'est la même chose pour un lanceur au baseball. On ne fait pas de lancer, on ne frappe pas de balle. Pour un receveur de passe, par exemple, au football, on n'attrape pas de ballon. Donc, on doit inclure des tâches spécifiques dans notre sport, essentielles, comme des dribbles, faire des passes,
par exemple au hockey, lancer, frapper, attraper et sauter. Donc les mouvements aussi, souvent je vois dans ma pratique des jeunes athlètes, ils n'accordent pas nécessairement une grande importance à l'activation. On leur montre des gestes, puis c'est un petit peu, pas garoché, mais il manque un petit peu de qualité de mouvement. Donc, essayez d'implanter ça auprès de vos athlètes, un mouvement dans vos pratiques, mais aussi lorsqu'on parle des matchs, des compétitions, des mouvements de haute qualité, de haute précision. Même si le mouvement est hyper simple, il doit être fait de façon très très sharp et avec de la haute qualité. Donc la phase race va durer environ 5 à 10 minutes. On peut partir ça de basse intensité vers une moyenne intensité pour monter nos fréquences cardiaques. Les mouvements peuvent partir de mouvements simples vers des tâches plus complexes. Les tâches peuvent être peu mentales et peuvent devenir de plus en plus mentales. Donc 5 à 10 minutes pour la phase race au niveau de vos activations, juste avant une compétition. Plusieurs ici, je vous les laisse. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Sûrement que vous avez des meilleurs protocoles pour la phase race que je les ai. Ici, je vous ai mis un peu, selon dans le livre de l'activation de Ian Jeffrey en 2018, j'ai mis un peu 6 séquences que vous pouvez utiliser pour vos activations. Comment les faire au niveau du protocole race. Donc, par exemple, ici, j'ai mes joueurs alignés en 2 lignes. Ici, ils pourraient venir faire un jogging léger. Ici, après ça, un exercice de déplacement latéraux. Ils reviennent ici en file indienne. Et ici, ensuite, des sauts en hauteur. Ensuite, par exemple, ici, ça pourrait être un dribble de balle ou n'importe quoi, ou crossover, croiser les pieds. Ça pourrait être aussi exercice en amplitude de mouvement. Donc, c'est de faire plusieurs exercices et pour les segmenter du compte D au compte F, d'allonger la distance, tout ça. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Même chose ici pour la figure 4.2. Ici, ça pourrait être un exercice, par exemple, au soccer avec ballon. Donc, j'accélère ici. J'accélère ici, dribble, je m'en viens ici, contourne. Et je viendrai finir ici. Donc, il y a plusieurs prototypes que vous pouvez utiliser, tant pour des receveurs de passe au football que des athlètes en soccer. Même des fois, ça pourrait être fait au hockey sur glace dans certains cadres, on pourrait dire. Étirement dynamique. On parle ici maintenant de mobilité. Donc, étirement dynamique veut dire des étirements de 2 à 3 secondes. On en voit ici plusieurs, les 4 exercices, les 4 cas ici qui démontrent des exercices, des étirements dynamiques. Donc des étirements qui durent 2 à 3 secondes. Ça doit être fait en amplitude complète. Pourquoi étirement dynamique? Dans le fond, la longueur de muscle au repos n'est pas nécessairement à longueur optimale. Donc là, des fois, le fait de faire un léger étirement au niveau musculaire, d'une durée qui va durer, oui, Charles, environ 2 à 3 secondes va être optimal. Donc 4 à 5 exercices, 3 à 5 minutes au total pour cette phase-ci de mobilité articulaire. Est-ce que les étirements préviennent les blessures? Si vous les faites uniquement, donc vous arrivez avant un match, vous faites juste des étirements dynamiques, des mollets, des genoux, des hanches, de l'épaule, ça ne prévient pas nécessairement les blessures selon les recherches ici en bas à gauche. Donc vous devez complémenter les étirements dynamiques avec le protocole REM qui est les élévations de fréquence cardiaque, les sauts on va parler dans quelques secondes, mais aussi l'activation musculaire. Activation musculaire, donc c'est quoi activation musculaire? Il y a certains groupes musculaires du corps des fois qui sont moins bien activés, pas nécessairement moins bien innervés, mais c'est juste que le mind-muscle connection, l'esprit et la connexion musculaire se fait un petit peu moins bien. Des fois, si on est en position assise aussi, des fois longtemps, dans le fond, il y a un petit peu une inhibition musculaire. Il y a une inhibition au niveau musculaire qui se fait. Donc, par exemple, les muscles à l'épaule, donc les activer pour, par exemple, un lanceur au baseball, un joueur de tennis avant une compétition, c'est fondamental si vous voulez optimiser la qualité du mouvement, la précision du mouvement, la force du mouvement, mais aussi prévenir une blessure musculaire. Les exercices d'abdos peuvent être cool aussi, les muscles du pied, pour certains, des fois, un coureur, des choses comme ça. Les fessiers sont souvent aussi à renforcer dans un protocole d'activation juste avant une compétition. Donc, si on voit un jeune homme ici avec une bande élastique, donc ça peut être un excellent mode type d'exercice que vous pouvez faire. Donc, déplacements latéraux avec une bande élastique qui va venir activer ses muscles fessiers. Donc, déplacements latéraux en contrôle, ça pourrait être fait aussi explosif. Donc ici, la jeune fille, une élévation à la hanche, ça pourrait être fait de façon dynamique. Elle pourrait aussi garder sa hanche haute pour activer ses ischio-jambiers et sa fesse ici. Donc 4 à 5 exercices, environ 8 à 12 répétitions.
Et ça va durer environ 3 à 5 minutes pour ce bloc-ci d'activation musculaire. Activation musculaire, deux approches que j'aime bien. Ça va dépendre un petit peu, pourrait dire, est-ce que vous êtes dans un sport que vous êtes tout seul ou vous êtes dans un sport d'équipe. Donc ça va varier, ça des coéquipiers pour l'approche à contraction maximale volontaire. Ça va être très cool. Qu'est-ce qu'on va dire par activation par contraction maximale volontaire? Donc ici, par exemple, un exercice qui va travailler la fesse du joueur ici au sol. Donc l'instructeur va faire quoi? Lui, le joueur va venir faire une abduction, donc une élévation de son genou dans les airs. L'entraîneur ou le praticien, le kinésiologue ou le joueur même, on pourrait dire, on va l'appeler l'instructeur dans ce cas-ci, va venir pousser assez fermement, quasiment à intensité maximale sur le genou de l'athlète. Et lui, il devra garder ça environ un temps de tension de 5 à 6 secondes. Donc, c'est une contraction très, 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 très forte, mais qui va durer seulement 5 à 6 secondes. Et le joueur ici au sol va refaire ça 2 à 4 fois. Il y a quand même une bonne période de récupération. On pourrait parler dans ce cas-ci, peut-être une bonne minute de récupération, 45 secondes, 1 minute. Donc, cet élément-ci va venir activer beaucoup, beaucoup de fibres musculaires dû à son intensité. Il faut dire que l'approche à la contraction maximale, lorsque vous êtes avant une partie, une compétition, un match, ne s'applique pas nécessairement pour tous les groupes de muscles du corps. Ici, vu que le groupe musculaire des fesses, dans cette position-ci, le participant va avoir de la misère à pousser plus que ici l'instructeur. Donc cet exercice-ci marche bien, mais il faut savoir que certains autres exercices qui ne marcheront pas pour utiliser cette technique-là d'activation à contraction maximale volontaire. Il faut juste vous le dire. Donc ça travaille un petit peu cette région-ci au niveau du spectre de la musculation au niveau d'ici. Tandis que je dirais l'approche la plus commune que vous pouvez faire, on pourrait dire dans 80% des cas, 90% des cas, c'est l'approche plus force-endurance. Dans le fond, qu'on va venir faire ici, on pourrait mettre dans cet exemple-ci pour refaire le même groupe musculaire, une abduction à la hanche ici. Donc, on ferait une à deux séries de 8 à 12 répétitions, une perception d'effort environ de 5 sur 10. Donc, on doit avoir un travail, mais on ne doit pas nécessairement aussi avoir une trop grande fatigue musculaire. Donc, en activation, il faut faire attention. Comme j'ai dit préalablement, le but du jeu est d'augmenter l'activation musculaire et limiter la fatigue. Donc, si vous faites ça et vous êtes pré-fatigué, vous êtes taxé avant votre compétition, ce n'est pas le but. Le but est d'augmenter l'activation et dans le même sens, limiter la fatigue neuromusculaire, mais surtout musculaire, pour éviter que vous soyez sous-optimal avant votre compétition. Potentiation musculaire, on veut activer le système nerveux, c'est la 4e étape au niveau de l'activation RAMP. Donc 5 à 10 minutes avant votre compétition, on va faire des gestes explosifs comme des sprints, aussi des sauts. Donc il est démontré que si on fait des depth jumps comme sur l'image ici, ça va augmenter la force maximale, même les sprints. Il va y avoir une meilleure coordination intra- et intermusculaire et ça va améliorer aussi la hauteur des sauts verticales. On dit que faire 3 depth jumps, 3 sauts comme ceux-ci en profondeur qu'on se laisse tomber saut en hauteur maximale, ça diminue de 5% le temps sur un sprint de 20 mètres en moyenne. Donc c'est très intéressant. La potentiation musculaire souvent est faite, des fois est oubliée. On passe beaucoup plus de temps sur l'élément raise dans nos activations, qu'on monte les fréquences cardiaques, mais ici c'est indéniable qu'on vient avoir un avantage sur la compétition lorsqu'on fait des potentiations musculaires. Quelle est la durée optimale d'un échauffement? C'est une bonne question, je vous dirais de 10 à 15 minutes jusqu'à un maximum de 20 minutes. J'ai déjà entendu des protocoles de certaines personnes, de certaines équipes qui faisaient des fois une demi-heure, 40-45 minutes, 1 heure des fois d'échauffement. Pourquoi pas plus, Charles? C'est une bonne question. Donc, en termes de batterie, on ne veut pas nécessairement dépléter nos réserves de glycogène musculaire qui va nous donner une énergie préférentielle lors de nos entraînements, mais ici dans ce cas-ci pour notre compétition. On ne veut pas être pré-fatigué avant notre compétition, on veut juste être bien activé, bien positionné et prêt à performer. On ne veut pas défaire nos réserves d'énergie. Aussi, pourquoi pas plus? Parce qu'on s'est démontré scientifiquement que au niveau de la température du corps,
en milieu surtout chaud, ben ça va atteindre un optimum après un 10 à 20 minutes. Donc ça vaut pas la peine de passer un 40 minutes nécessairement parce que notre température va se stabiliser, notre température centrale et périphérique. Il va y avoir un plateau de la température du corps. Donc on a assez fait d'élévation de température après entre 10 et 20 minutes. Donc c'est suffisant. Approche optimale, je vous dirais, dans ma pratique, j'essaie le plus possible de mélanger l'élément raise, qui est de faire des déplacements, des dribbles spécifiques, de la course, des choses comme ça pour monter nos fréquences cardiaques et des exercices de mobilité qu'on va garder des étirements dynamiques de 2 à 3 secondes. Pourquoi? Surtout, je vois chez certains athlètes, l'élément raise va être des fois trop intense, donc les athlètes vont être très essoufflés. Donc, on veut pas ça. Donc, c'est à nous de bien moduler ça pour donner des phases peut-être de jogging léger après un exercice un peu plus intense, un déplacement latéral, retour jogging léger, d'inclure des exercices de mobilité pour descendre, pour plus, un peu pour dire, normaliser leur niveau d'intensité. Souvent, les jeunes, surtout les plus jeunes, sont très excités du match, ils sont très motivés, mais il faut essayer le plus possible des ramener vers le juste équilibre pour pas trop les fatiguer, pour optimiser leur performance. Donc, pour un 10 minutes, de mélanger les deux, des alternés au niveau d'un exercice raise pour un exercice de mobilité. Activation, faites à peu près, choisissez vos best-of, vos meilleurs exercices, 2 à 3 exercices par région musculaire. Potentiation musculaire, 2 à 3 exercices. Ça peut contenir des sauts ou bien des sprints. Donc, évitez trop de fatigue, c'est très important. Je le vois chez beaucoup d'athlètes. Je serais surpris de faire une étude scientifique sur quels jeunes athlètes sont trop fatigués. Il y en a beaucoup, surtout chez les plus jeunes. Donc, observez aussi le body language de vos athlètes. Ils en disent beaucoup. Leur niveau d'essoufflement, leur figure, leur sudation, ça en dit beaucoup. Le repos optimal. Lorsque vous avez complété votre activation de façon optimale durant un 10 à 20 minutes, prenez un repos de 5 à 20 minutes avant votre compétition. Pourquoi 5 à 20 minutes? Parce que l'activation en tant que telle va avoir procuré des fois une fatigue musculaire et pour avoir un petit gain, un petit avantage, le fait de se reposer de manière passive, arrêter. On pourrait, dans ce 5 à 20 minutes-là, parler du plan de match, la stratégie. Ça permet de faire un petit cool-down pour permettre une régénération de nos systèmes d'énergie si ça a été trop taxé par avant. Maintenant, 3 types d'activation chez les jeunes. Ici, c'est une étude de Feigenbaum en 2005. Ils avaient utilisé 60 jeunes d'un âge moyen de 11,3 ans. Les protocoles duraient 10 minutes. Juste pour vous démontrer un petit peu l'impact au niveau scientifiquement prouvé de 3 types de protocoles. Les étirements statiques, si on regarde juste le saut en hauteur, c'était une moyenne chez les jeunes de 27,6 cm. Lorsqu'on faisait un échauffement dynamique, des courses, des étirements dynamiques, on augmente la performance, vous voyez ici, de manière significative. Ensuite, si je rajoute des sauts, vous direz peut-être, vous allez peut-être me dire, Charles, 0.4 en moyenne, 0.2 en moyenne, c'est pas beaucoup, mais je vous dirais dans le sport, actuellement, c'est tellement des détails qui comptent, des détails de précision, de qualité. Des fois, un qui arrive avant la rondelle, un qui arrive avec le ballon. J'ai touché du doigt, j'ai pas touché. Donc, c'est des petits détails, mais ça vient vraiment augmenter la performance lorsqu'on on inclut des sauts dans nos activations. J'en parlais tout à l'heure, je ne vais pas y revenir trop intensément, mais je vous dirais un repos passif. Donc, si vous avez une compétition, que vous faites votre activation, vous avez votre compétition dans une demi-heure, 40, 45 minutes. Dans le fond, ça semble être trop long pour optimiser la performance. Donc, je vous dirais un repos optimal de 5 à 10 minutes jusqu'à 20 minutes maximum. Ça semble être optimal entre l'activation et la compétition pour avoir les bienfaits. Lorsque vous avez un élément de longue durée, vous avez par exemple un Ironman, vous avez une compétition de ski, vous avez une compétition de slopestyle, vous avez une compétition de ski acrobatique. Donc lorsque la durée est longue entre l'activation, je mets mes bottes de ski, je monte dans le chairlift, j'attends avant la compétition, il faut absolument augmenter
au début la phase raise en durée. Donc ça veut dire quoi? À la place de faire 5 à 10 minutes traditionnellement, mais là vous allez peut-être faire 10, 15, 20 minutes dans la phase raise pour essayer de monter un peu plus les fréquences cardiaques, monter la température corporelle dans ce cas-ci. Donc, de l'allonger, c'est essentiel. Méthode d'activation avancée. Donc, on parle maintenant de méthodes qui vont beaucoup plus s'appliquer pour les athlètes de niveau élite, national, international. Donc, c'est juste pour faire un petit peu un résumé des deux méthodes que j'ai trouvées qui sont plus des manières avancées, qui ne s'appliquent pas dans plusieurs situations, ne s'appliquent pas à vous, mais c'est plus vraiment sauver un milieu, un environnement qui vous le permet. Et c'est juste aussi pour vous dire que ça existe. Donc le PAP, le Post-Activation Potentiation, on pourrait dire que c'est une potentiation suite à une activation. On peut voir que les athlètes expérimentés vont mieux répondre. Les hommes aussi semblent être plus efficaces avec cette méthode-ci. C'est quoi le principe PAP? Dans le fond, c'est de faire un exercice à une haute charge, à une haute intensité. Il y a différents protocoles. On parle ici environ de 60 à 84 et même des fois plus haut, 90% de votre charge maximale. Donc une charge très élevée avec beaucoup de repos. Donc on parle de beaucoup de repos, 3 à 4, 5 minutes de repos entre vos séries. 2 à 4 séries généralement qui va être utilisé. Et avant, dans le fond, d'aller à la performance physique, la compétition, il va y avoir un repos environ de 7 à 10 minutes pour des moins bien entraînés. Des athlètes élites seraient environ de 3 à 7 minutes. Donc, vous faites votre protocole d'activation. Vous partez avec des charges peut-être un peu plus faibles. Vous augmentez tranquillement. Vous faites un genre une courbe, on pourrait dire, exponentielle. Vous montez vos charges jusqu'à atteindre vraiment des charges assez élevées, plusieurs séries. Vous prenez environ un 3 à 7 minutes ensuite. Et là, vous aurez un effet, par exemple, sur la puissance et sur la vitesse de quelques pourcents. Donc, l'effet PAP, il faut dire que lorsqu'on fait ça, ça disparaît après 30 minutes. Si vous avez accès à une salle de musculation, vous venez faire un squat low, votre compétition est dans 45 minutes, ben, l'effet PAP s'est résorbé. Cette technique-ci s'applique beaucoup plus à des powerlifters, aussi des haltérophiles. Les haltérophiles l'utilisent beaucoup pour monter leur charge. Juste avant d'embarquer sur le stage, le plateau de compétition, ben, ils vont faire un peu ce protocole-ci pour monter la performance neuromusculaire. Ils vont prendre un long repos, ils embarquent sur le stage et puis ils vont être prêts à bien performer. Donc, il faut avoir accès à une salle de musculation près de la compétition. Donc, ça s'applique dans très peu de cas, cette méthodologie-là. Et aussi, il faut voir que chaque athlète va répondre différemment. Il y en a que ça va être 2 séries, il y en a que ça va être 3 séries, il y en a que ça va être moins de charge, il y en a que ça va être plus de charge. Et vraiment, c'est à tester au gym avec vos athlètes et du testing sur du long terme pour savoir le meilleur protocole pour vos athlètes. Aussi, ben là, on fait un petit résumé un peu, vraiment une belle image ici pour résumer un peu les deux effets qu'on a parlé préalablement. Ici, on parle de l'élément PAP qu'on vient juste de parler, du Post-Activation Potentiation. Je fais mon activation ici. Après, ici, okay, suite à l'activation, je viens avoir mon avantage ici. Les chiffres, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Dans le fond, c'est associé aux recherches scientifiques qui démontrent un avantage, un gain de performance neuromusculaire. Et après ça, environ après une demi-heure, 0.5 heures, selon toutes ces recherches-ci, ben, il y a une résorption de l'avantage PAP au niveau neuromusculaire, de la performance. Ensuite, au niveau de l'effet qu'on parlait tantôt de priming de 24-48 heures, de 6 heures à 33 heures avant la compétition ici, ben on voit que la potentiation retardée vient avoir l'avantage ici. Regardez bien quand on disait 6 heures ici, il y a quand même un avantage neuromusculaire marqué. Et après ça, après un 24 heures, là, ça commence déjà à décliner. Donc c'est un petit peu un résumé des deux vitrines d'opportunités que vous pouvez utiliser avec vos athlètes pour améliorer leur performance neuromusculaire. Il y a aussi l'occlusion training, le blood flow restriction, qui est une méthode très utilisée, très à la mode au niveau de la recherche présentement. C'est une recherche de Doma et ses collègues en 2020, c'est récent, sorti au mois de janvier ou février dernier. Ils ont testé la méthode occlusion training sur plusieurs athlètes.
Ils ont utilisé le Bulgarian Split Squat, l'exercice ici en haut, juste ici. C'était un protocole de 3 séries de 8 répétitions de 2 minutes. Et là, vous dites, Charles, qu'est-ce que là, il y a plusieurs images, qu'est-ce que le Occlusion Training ou le Blood Flow Restriction? Le Blood Flow Restriction, dans le fond, c'est une diminution, une restriction au niveau, surtout artériel, au niveau du flux sanguin. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre un cuff, un brassard au niveau, idéalement, généralement plus proximal au niveau d'une articulation. On vient augmenter la pression, donc on peut aussi utiliser des bandes de compression. Ici, c'est plus un brassard qu'on peut mettre. On peut augmenter au niveau de la pression du brassard. Mais dans le fond, en mettant de la pression, on vient diminuer l'apport en sang, en oxygène au niveau du muscle, ce qui va avoir un effet d'augmenter il va y avoir beaucoup plus d'éléments métaboliques, de résidus métaboliques au niveau des contractions musculaires. Donc, le sang, on pourrait dire, en résumé, très pratico-pratique et non nécessairement scientifique pur, mais le sang va venir pénétrer au niveau du muscle, mais il va avoir la difficulté à se résorber au niveau du retour veineux, ce qui va créer un milieu très métabolique pour donner des gains en hypertrophie, mais aussi en performance dans ce cas-ci. Donc, la pression sur la coiffe, sur le brassard était de 130% de pression systolique cardiaque. Environ, je vous dirais, grosso modo, c'est un 7 sur 10 de perception de tension au niveau pratico-pratique. Mais je vous dirais, comme je vous dis, c'est une méthode avancée. Je voulais juste vous faire une introduction pour vous dire que ça existe. Donc, ça existe cette méthode-ci, mais c'est une méthode avancée. Je vous dirais, avant d'aller vers ça, dites-vous, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des fois un environnement qui est confiné? Petit environnement, vous avez juste une chaise dans un petit gym, des choses comme ça, un petit environnement, une salle de préparation. Mais je veux vous dire que trouver un physiothérapeute, un thérapeute du sport, kinésiologue qui connaît très bien, qui détient peut-être une certification de cette méthode-ci pour en apprendre davantage, parce que d'un individu à l'autre, c'est peut-être 130% de pression systolique, 140%. J'ai déjà vu quelques protocoles, des fois même à 170. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. C'est un protocole assez complexe. On doit avoir les bons intervenants pour nous donner les bonnes lignes directrices pour être optimal avec cette méthode-ci. Elle ne s'applique pas à tout le monde et surtout chez les jeunes, n'allez pas vers ça. Ça sert à rien de complexifier la chose au niveau des protocoles d'activation. Donc, il y avait un 6 à 15 minutes de pause et là, c'est juste pour vous dire qu'il y a un avantage sur la performance du saut en hauteur de 4,5% suite à cette intervention-ci. Donc, intéressant. Ça laisse place beaucoup à d'autres études sur l'amélioration de performance avec le Occlusion Training. Réactivation. Je crois que c'est utilisé. Est-ce que ça peut être un petit peu plus renforcé au niveau de nos approches en tant que clinicien? Certainement. On parle que au niveau de la réactivation, quand on a un temps d'arrêt, donc si on parle du football, vous avez une compétition de patinage artistique, j'ai une routine, je vais avoir une routine juste après-midi, les demi-finales, j'ai les quarts de finale, il y a beaucoup d'arrêts, une compétition d'escrime, et j'en oublie, compétition de nage synchro, je vais faire ma routine, je vais attendre, il faut que je la fasse plus tard dans la journée. Donc il y a plusieurs éléments ici, il y a plusieurs sports, comme le hockey, les périodes. Même les mi-temps au niveau du soccer, il y a des arrêts prolongés, des fois quasiment 20 minutes. Donc, ça diminue le pourcentage des sauts, de la hauteur des sauts de 15%. Si on arrête pendant 40 minutes d'arrêt, donc je pense un peu à mes bosseurs qui des fois ils ont 1 heure d'arrêt, ça va diminuer le pourcentage, la puissance des sauts de 20% et même de 6% en termes de sprint. Donc, la recommandation est la suivante. Si jamais vous êtes arrêté pendant plus de 15 minutes, faites une réactivation de 2 à 5 minutes avec des exercices explosifs. Ça peut être du jogging, ça peut être des étirements dynamiques, mais il faut absolument faire de quoi. Ça peut être aussi de la plio. Donc, c'est démontré que 3 minutes de vélo en réactivation, c'est suffisant. C'est aussi efficace qu'un 7 minutes sur vélo. Donc, ça, c'est intéressant. La réactivation peut être faite de plusieurs façons. Lorsqu'on faisait ça ici au niveau du soccer, ça l'améliorait les sauts. Ça améliorait aussi le temps au sprint sur 20 mètres et même la force du squat. Donc au soccer, même, on utilisait des déplacements de type plus agité à 70% de fréquence cardiaque maximale. Donc, une bonne intensité, pas nécessairement celle d'un match, mais pour réactiver nos joueurs. Donc ça, essayez d'implanter ça au niveau de votre pratique. Essayez de un petit peu tourner la vis chez nos athlètes pour qu'il y ait un protocole bien ciblé de réactivation, que ce soit clair et précis. Et vous le voyez, ça améliore la performance.
C'est une bonne question, est-ce que les athlètes sont capables de déterminer leur propre intensité d'activation? Donc, généralement, chez les plus vieux, je dirais généralement oui, mais chez les jeunes, ça n'a pas été validé. Donc, c'était validé et je dirais peut-être un petit peu moins bien. Donc, si, pour bien comprendre les images ici, donc le FWU, c'est le Free Warm-Up, ce qui veut dire que les athlètes étaient libres de faire leur intensité d'activation sur vélo. Ils pouvaient choisir leur intensité, ils allaient à leur rythme. Selon eux, comment ils considéraient une bonne activation. Ici, il y avait le RWU, qui est le Reference Warm-Up, si je peux y arriver, comme ça ici, le Reference Warm-Up, qui était la valeur de référence, selon les chercheurs qui ont testé les athlètes, la meilleure activation en termes d'intensité pour les athlètes, qui était comme la valeur de référence pour eux, la meilleure activation. Donc, ici, on peut voir que en général, lorsque les athlètes font le free warm-up, qui sont libres à eux-mêmes, ils atteignaient une fréquence cardiaque, un pourcentage de fréquence cardiaque maximale de 78. Quand ils font la valeur de référence, on peut voir 79. Donc, on pourrait dire là, de grosso modo, les athlètes âgés connaissent bien l'intensité à laquelle ils doivent faire leur activation. De l'autre côté, il faut faire attention, je vais vous prendre un petit peu le mouton noir de cette étude-ci, l'exception à la règle. Ici, on peut voir que le sujet, si je ne me trompe pas, c'est le sujet 4, ici, S pour sujet, le sujet 4. Ici, lui, son free warm-up, il l'a fait à 128 de fréquence cardiaque, alors qu'il y avait environ une fréquence cardiaque maximale, à 190. Donc, on peut voir, il n'est pas nécessairement dans la vitrine du 80% environ de pourcentage de fréquence cardiaque. La majorité l'avait, mais cet individu-là ne l'était pas. Donc, il faut faire attention afin que tout le groupe, si une équipe sportive, soit dans le même bateau, que ce soit optimal pour tous et chacun. Donc, à faire aussi attention dans les sports individuels. Donc, les valeurs ici de référence sont quand même cool à avoir pour vous, les intervenants. Donc, si vous êtes plus sur vélo, donc une puissance entre 50 et 70% peut être intéressant pour vous, pour maximiser l'activation. Si vous utilisez plus un VO2 consommation d'oxygène, plus un 60-70% pour maximiser l'activation. Et quand on parle de fréquence cardiaque maximale, je vous dirais environ en moyenne 80%, ça peut varier entre 73 et 85% de fréquence cardiaque maximale, qui est optimale selon les chercheurs pour une activation. Maintenant, au niveau des sports, des populations spécifiques, alors, au niveau des sports esthétiques, quand je parle de patinage artistique, de nage synchronisé, de gymnastique, c'est tous des sports qui demandent une esthétique indéniable et une qualité de mouvement indéniable. Donc, souvent dans ces sports-là, ça nécessite de très grandes amplitudes de mouvement pour l'esthétique de leur sport. Donc, le fait de faire des étirements statiques, ça diminue la force et la puissance. Donc, c'est encore plus marqué avec des étirements qui durent longtemps. On a remarqué chez les adolescentes gymnastes, il y avait une diminution environ de 9,6% de la hauteur de saut suite à des étirements statiques. Donc, étirements statiques, aussi d'autres éléments. Les étirements statiques qui duraient 5 minutes, des fois pour certains athlètes, avant de revenir à leur valeur initiale de force et de puissance, ça durait 15 minutes, 10 à 15 minutes avant de revenir aux valeurs basales de force suite à un étirement statique de 5 minutes seulement. Donc, et chez certains individus, ça allait jusqu'à 2 heures avant de retrouver les valeurs de force. Donc, la séquence optimale, je vous dirais, pour les athlètes dans ces sports-ci, je vous dirais débuter par les étirements statiques. Ensuite, faites des exercices de type plus dynamique, donc qui vont demander peut-être plus le protocole RAISE au montée fréquence cardiaque. Je vais venir faire des étirements dynamiques de 2 à 3 secondes. Et là, cette séquence-ci, ça va diminuer les effets négatifs selon ces chercheurs-ci. Un élément aussi à considérer qui n'est pas nécessairement présent dans la présentation dans cette conférence-ci, c'est que aussi on peut utiliser le foam roller. On a parlé tantôt que le foam améliorait les effets duraient environ une dizaine de minutes lorsqu'on l'appliquait pendant 20 secondes. Donc le fait d'utiliser des fois le foam roller pour l'échauffement peut sembler quand même assez cool pour ce type de population-là parce qu'on n'aura pas d'un effet négatif sur la performance. Donc la séquence pourrait être modifiée avec foam roller, étirement statique,
étirement dynamique, activation, gestes techniques. Et après ça, si vous voulez, s'il y a certains individus qui manquent de mobilité, flexibilité, de compléter juste avant la compétition, juste avant, de prendre le foam pour venir faire un avantage au niveau de la flexibilité et de la mobilité chez vos athlètes. Au niveau des sports hivernaux, ski, slopestyle, snow, ski acrobatique, aerials, la température, lorsqu'elle diminue, et surtout au niveau de la température du corps, ça diminue la performance. Lorsqu'on diminue de 1 degré la température du corps, il y a une chute de 3% de performance de puissance. Lorsqu'on augmente la température du corps, il y a un avantage, une augmentation de performance de 2 à 5%. Donc, un athlète, par exemple, je prends mes athlètes de ski acrobatique, un athlète qui n'est pas assez bien échauffé, il peut avoir vraiment un écart des fois de 2% de sa température de corps. Il peut avoir une différence de quasiment 10% de sa performance au niveau de sa puissance, de sa performance sportive. Donc c'est à considérer. Il faut absolument, dans les sports hivernaux, augmenter la température de notre corps le plus maximal possible. Il faut porter des vêtements chauds, plusieurs shells, plusieurs couches. C'est mieux avoir plus chaud que plus froid. Il existe aussi sur le marché présentement des bas chauffants, des combines chauffantes, des gilets chauffants, des fois même des tuques chauffantes. Donc, porter des vêtements chauffants. Et lorsqu'on porte les vêtements chauffants, il y a une augmentation de performance, de la puissance ici dans ce cas-ci, qui était remarquée pour des sprints de 10%. Donc, dans les sports hivernaux, il faut avoir chaud. Ça va optimiser notre performance, mais ça va aussi nous prévenir de blessures. Ici, cette étude-ci est vraiment cool. On comparait une température chaude qui était à 24 degrés, un environnement chaud, à un environnement qui était considéré pour eux froid. On sait qu'avec nos hivers au Québec, c'est des fois du moins 20 jusqu'à du moins 40. Alors ici, ils faisaient les deux mêmes protocoles qui étaient de 15 minutes d'échauffement. Après le protocole d'échauffement de 15 minutes, ils se reposaient selon deux types pour chacun des environnements selon le cas. Il était de 5 minutes, donc 5 minutes arrêté passif. Il y avait aussi un 30 minutes, donc une période plus longue avant de faire notre performance sportive arrêtée. Même chose pour le cas en environnement froid. Et il calculait aussi deux tests qui étaient 2 km on pourrait dire sur pas ergocycle, mais sur rower, sur rameur, pardon. Mais aussi, on regardait aussi la performance sur un 2,4 km à la course. Donc, qu'est-ce que les stats nous disent? Lorsque on a un 5 minutes de récupération, je vous dirais, pour les deux chiffres qui sont ici présentement, ils sont beaucoup meilleur que les deux chiffres ici. Pourquoi? Donc, quand on prend un 5 minutes de récupération avant notre récupération passive, comme on l'a dit, il y a quelques diapos de ça. Lorsqu'on prend un 5 minutes de récupération, ça vient optimiser notre performance. Lorsqu'on allonge cette période de récupération-là avant notre performance sportive à 30 minutes, on vient vraiment être diminué beaucoup. On peut voir aussi la différence en environnement froid vis-à-vis en environnement chaud. Juste en 5 minutes, regardez bien le drop de performance sportive qui arrive en environnement froid. Donc, en environnement froid, c'est indéniable que ça va chuter la performance physique. Donc, il faut absolument augmenter le protocole RAISE, l'élément RAISE de notre activation. Il faut porter des vêtements chauds. Il faut faire une bonne activation pour être optimal. Aussi, élément cool pour les sports de contact, hockey, rugby, même soccer, ça peut être intéressant. Football, donc l'étude de Collins et ses collègues en 2014 indiquait que lorsqu'on augmente de 1 livre la capacité de force au niveau des muscles du cou, il y avait un risque qui était diminué environ de 5% au niveau des commotions cérébrales. Donc c'est intéressant. Des fois, juste de faire quelques exercices ici, ça peut être avec le ballon, de forcer contre le ballon, contre un mur aussi. Ça peut augmenter, ça peut réduire le risque même des fois, annuler complètement le risque de blessure chez certains athlètes, nos footballeurs, ou nos joueurs de rugby, ou nos joueurs de hockey. Donc, je vous dirais d'implanter ça dans vos activations, tant en pratique qu'avant les matchs, ça peut être vraiment, vraiment cool. Et pour diminuer le risque de blessure. Ça peut être aussi utilisé pour le ski alpin. Des fois, les risques de commotion sont élevés. Aussi pour les slopestyle et ski acrobatique aussi. Ça peut être intéressant, même pour le snow. Donc, préparer des protocoles de prévention de blessures, c'est fondamental pour vos sports afin de réduire les risques de blessures.
Baseball. Alors, étude de Southard et Groomer en 2000, je crois que c'est en 2003, exactement. Donc, le fait, souvent, on voit ça encore au baseball, et l'image ici n'est pas pour revenir sur la saga des Astros de Houston, sur les vols de signaux, mais le fait de ne pas ajouter de poids sur le bâton, ça va être optimal. Donc, on ne veut pas ajouter de poids sur le bâton parce que ça va changer la biomécanique de frappe. Donc, ajoutez pas de poids parce que la biomécanique va être altérée au niveau de nos frappeurs. Donc, juste de faire des élans avec le poids du bâton, ça semble optimal pour les joueurs de baseball. Au soccer, on sait, si vous êtes entraîneur de soccer, l'entraînement excentrique, c'est excellent pour prévenir les blessures au niveau des ischio-jambiers, donc les muscles qui sont derrière le cuisse. Ici, on voit l'exercice du Nordic Curl qui a été développé par plusieurs chercheurs, plusieurs entraîneurs physiques, et on l'utilise fréquemment dans nos pratiques. Chez les filles et les femmes, c'est à considérer si vous avez entraîné un groupe de joueuses, d'un groupe de filles dans différents sports. Les ligaments croisés antérieurs, c'est à considérer, c'est 3 à 6 fois plus de blessures chez les femmes que chez les hommes. Il y a une dominance marquée chez les femmes, une dominance des quadriceps, une tonicité des quadriceps qui est marquée vis-à-vis les muscles fessiers et ischio-jambiers de la chaîne, on pourrait dire les muscles de la chaîne postérieure. Quand on parle de dominance aussi chez la femme, on peut voir dans l'image B ici que les genoux sont un peu en valgus, donc les genoux rentrent vers l'intérieur. Il y a une dominance ligamentaire chez la femme, plus marquée que chez l'homme. Donc, les protocoles ici, je voudrais les deux meilleurs, on va les voir tout à l'heure. Chez les protocoles, on pourrait dire PEP et le protocole KIP, qui ont été développés par des chercheurs. Ici, ils sont significativement positifs pour venir aider à prévenir les blessures de croisés antérieurs chez les femmes ou les jeunes filles athlètes. Donc ici, avec une grande population ici de femmes entraînées, on peut voir que dans le groupe contrôle, ceux qui n'ont pas fait le protocole neuromusculaire de prévention de blessures, il y avait 67 blessures aux croisés antérieurs, tandis que lorsque ceux qui étaient entraînés, il y avait seulement 6 blessures. Donc on diminue drastiquement avec des protocoles bien implantés et avec les bons exercices à réduire drastiquement le nombre de blessures. Même chose pour le protocole KIP, un petit peu moins mineur la diminution. Même chose pour le protocole KIP. Il y a d'autres protocoles comme le protocole Harmony et aussi le protocole du 11+, qui n'est pas nécessairement significatif ici pour les croisés antérieurs, mais ça vient diminuer drastiquement les blessures d'usure. Ici, je vous présente le protocole PEP, donc vous l'avez, ça inclut des exercices d'activation, d'étirement, de renforcement, de pliométrie des sauts avant, latéraux, et aussi des exercices d'agilité, de changement de direction. Donc, c'est un peu ce qu'on voit couramment au niveau des études scientifiques, quand on implante des protocoles, d'avoir plusieurs typologies d'exercices pour améliorer nos athlètes en prévention de blessures. Donc le protocole PEP, vous l'avez ici tel quel, donc vous pouvez l'utiliser dans votre pratique. Vous avez ensuite le protocole qui est un petit peu plus lourd, plus extravagant, on pourrait dire, avec une périodisation par semaine, en augmentant l'intensité ou la durée de travail. Encore là, on garde les mêmes éléments pour le protocole KIP ici. Jogging, des changements de direction, des renforcements, de la musculation, des drills d'agilité et des drills de saut. Donc vous l'avez ici aussi. Vous avez maintenant le 11+, qui est couramment utilisé par les entraîneurs au soccer. Donc des exercices encore là, musculaires, des exercices de saut, des exercices de course, de changement de direction. C'est vraiment ça qui revient couramment au niveau des études scientifiques. Le Passanen, un autre protocole, je vais passer rapidement sur celui-ci, mais vous l'avez juste au niveau des exercices, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, un autre bon protocole. Alors le PEP et le KIP sont les deux seuls protocoles à significativement diminuer l'incidence des blessures de ACL, qui veut dire du ligament croisé antérieur. Alors le fait de faire le programme de prévention pendant plusieurs semaines, ça améliore beaucoup la force, l'équilibre et la proprioception chez vos athlètes. En résumé, donc, on pourrait dire qu'on a 4 étapes qu'on peut avoir un effet significativement positif auprès de nos athlètes ou même si vous êtes athlète chez vous. Au niveau de la pratique, si on fait un résumé de tout ce qu'on vient de se dire au niveau des dernières minutes, donc en pratique, le but fondamental, c'est d'augmenter la capacité de travail, d'augmenter le robustness, la capacité d'avoir un athlète robuste. Donc,
au niveau de la capacité de travail. Donc, on peut dire de 2 à 4 exercices de 8 à 15 répétitions. Une perception d'effort environ de 5 à 6 sur 10. On ne doit pas brûler nos athlètes, on doit les activer. Rouler en circuit pour une durée à peu près de 10 à 12 minutes. Lorsqu'on arrive près d'une compétition, 6 à 33 heures. Grosso modo, pratiquement parlant, 1 à 2 jours avant la compétition, on peut faire des entraînements qui incluent des gestes explosifs, beaucoup de repos, on ne veut pas se fatiguer, mais on va être très explosif dans nos gestes. Ça peut inclure de l'haltérophilie, des squats low, des squats explosifs avec moins de résistance. En compétition, on applique le protocole RAMP qui était de raise, élever nos fréquences cardiaques, A pour activation, M pour mobilité et P pour potentiation musculaire. Donc, on fait ces étapes-ci pour environ un 15 minutes, un 10 à 15 minutes jusqu'à un maximum de 20 minutes. Réactivation, donc si on a un temps d'arrêt qui est plus long de 15 minutes, je vous conseille fortement de faire une réactivation de 2 à 5 minutes, des gestes explosifs, du jogging, des changements de direction, de l'agilité, des déplacements, quelques étirements dynamiques. Ça peut vraiment bénéficier votre performance physique, mais aussi pour prévenir les blessures. On va parler pour les prochaines minutes brièvement d'exercices lorsque vous allez faire pour les pratiques surtout, même aussi avant une compétition. Donc je vous ai mis un peu des exercices du bas du corps ici présentement qui vont être faits avec le poids du corps. Le plus important, surtout pour vos pratiques, c'est de changer, de varier. Pas nécessairement à tous les trainings, c'est pas ça le but de la chose, mais je veux dire régulièrement le stimulus d'entraînement. Donc je vous donne des exemples, ça pourrait être le type d'exercice, la durée d'effort d'exercice, ça pourrait être aussi l'amplitude de mouvement de l'exercice, ça pourrait être des fois deux exercices back-to-back, ça pourrait être aussi le tempo de l'exercice, un exercice qui peut être fait pendant 5 secondes montée, 5 secondes descente, ça peut être aussi descendre plusieurs isométries, donc je descends un petit peu, 1, 2, 3, descends un petit peu, 1, 2, 3, descends un petit peu, 1, 2, 3. Donc, de changer ça va motiver davantage l'athlète pour vos activations. Donc, ici, on peut voir un wide leg squat qui peut être très utile pour l'ensemble des athlètes. La totalité des athlètes, on peut le faire de façon isométrie ici en bas. Je garde la position un temps. Je pourrais le faire dynamique. Up, down, up, down. Je pourrais descendre, comme je dis, préalablement lentement et monter lentement, qui va donner des adaptations différentes, une mise sous tension musculaire plus allongée. On pourrait faire aussi la chaise au mur à une jambe. Je pourrais faire aussi un pont ici sur le talon ici. Je pourrais lever ma fesse, descendre ma fesse. Je pourrais le garder aussi juste comme ça dans les airs. Je pourrais allonger aussi mes talons, faire une marche un peu sur les talons, allonger pour que mes jambes soient plus vers l'avant. Je garde ça qui va venir activer mes muscles ischio-jambiers. Ici, le split squat, donc je pourrais le faire de façon isométrie, multidirectionnelle, dans différents plans, latéral, avant, côté, derrière, diagonale. Ici, l'arabesque, qui peut être un bon exercice aussi pour renforcer mon ischio-jambier ici derrière. Je pourrais même aussi faire ouverture de hanche, rouvrir les épaules vers la droite et revenir les épaules face au sol. Ici, si vous avez un banc d'exercice, un banc de soccer, banc de hockey, banc pour n'importe quoi. Près d'une piscine, vous pouvez l'utiliser à sa juste valeur. Vous venez descendre sur le banc, vous pouvez remonter à une jambe, vous pouvez descendre à une jambe seulement, la phase excentrique négative du muscle. Je descends à une jambe, je m'assois, je mets mes deux jambes au sol et je me relève. Ça peut être un bon exercice pour peut-être plus des débutants. Ici, au niveau de l'exercice de la planche latérale pour booster nos moyens fessiers, ça pourrait être aussi élévation latérale de la jambe. Ça pourrait être aussi la garder juste comme ça dans les airs, garder la position. Ici, un hip thrust sur une jambe, vous utilisez encore votre banc. Ça peut être fait de façon isométrique, je garde la position. Ça pourrait être, je monte et je lève ma hanche. Ici, exercice un peu du test de Trendelenburg. Je lève ma hanche et je viens pousser contre le mur. Donc, ça va activer le fessier de la jambe qui va être haut au sol de façon isométrique. Ensuite, au niveau du haut du corps, vous avez d'autres exercices que vous pouvez venir faire, très intéressants pour tous ceux qui ont un travail, surtout à l'épaule, les nageurs, les joueurs de baseball, joueurs de tennis, tous ceux que leur épaule va être même nage synchronisé, des choses comme ça. Donc, c'est important de faire un renforcement au niveau du haut du corps. Vous avez différents exercices ici. Ça pourrait être le push-up sur les genoux, descend lent,
montée lente aussi. Ça pourrait être ici le push-up traditionnel. Donc, je vous dirais, faites attention au niveau du dynamique, la qualité doit être bonne, il ne doit pas brûler vos athlètes trop, et les deux niveaux ici sont plus un niveau supérieur, peut-être pour des gens plus au niveau fin secondaire, cégep, université, olympique aussi. Donc iso en bas, je pourrais descendre et garder la position ici, stable, isométrie, sans bouger. Je pourrais faire aussi l'élévation en T. Je pourrais utiliser, on est dans la période de pandémie de COVID-19, donc tout le monde est en quarantaine. Je pourrais utiliser ici des bouteilles d'eau pour faire mon exercice d'élévation en T. Donc je prendrais 2 bouteilles d'eau ici dans chacune de mes mains et je garderai la position comme ça, idéalement avec le pouce pointé vers le ciel. Ici, ça peut être un losange, je pourrais les garder à place d'être en T, je pourrais diriger mes bras plus vers au-dessus de ma tête pour pouvoir activer un peu plus le trapèze inférieur, un peu aussi le trapèze supérieur. Ici, pike push-up, ça peut être une autre idée que vous pouvez avoir. À la place de venir faire un overhead press, mais vous faites ici la méthode inversée. Donc ici, le dynamic Blackburn, qui est notre exercice. Ici, marche, le bear crawl, la marche de l'ours avant-arrière sur le côté. Ça peut être aussi un exercice que vous allez mettre votre main ici sur votre épaule. Le corps aussi peut être utilisé. Il y a beaucoup de... Soyez imaginatifs, soyez créatifs avec vos athlètes. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut venir faire. La planche, il y a plein de modifications. Je peux lever une jambe, la déplacer, la balayer gauche-droite ici dans les airs. On appelle ça une abduction, adduction et abduction. Je pourrais mettre un bras dans les airs. Je pourrais faire moitié-moitié. Donc, un coude au sol. La main comme ça ici en position de push-up, mais l'autre sur le coude, donc un genre de moitié-moitié. Je pourrais faire la planche qui bouge, le moving plank, ici sur l'image. Stuart McGill, vous irez voir ça si vous ne savez pas c'est quoi au niveau de l'exercice sur YouTube, Stuart McGill Crunch. Exercice intéressant de base, de fondation pour le droit de l'abdomen. Ici, exercice de straight leg raise, couché sur le dos. Ici, le fameux bird dog, ici, le tight turn, tight rotation. Tourner rapidement comme ça. Des fois, ça peut être agréable, utile, même si on n'a pas d'équipement. À un niveau plus élevé, ici, la planche sur les mains de façon allongée. Les planches ici latérales, souvent nos athlètes ont de la misère avec ces exercices-ci. Donc la planche latérale, ça pourrait aussi, je monte et je descends ma hanche légèrement de quelques pouces. Je pourrais faire aussi la planche latérale sur ma main. Ensuite, aussi, pour ajouter un peu plus de créativité à vos entraînements, utilisez, et ça c'est souvent peu utilisé chez la plupart des praticiens, utilisez les coéquipiers pour faire une surcharge musculaire, faire une surcharge excentrique, puis ajouter de la variété à vos entraînements. Donc, juste le fait de faire des exercices bodyweight, c'est bien, mais utilisez les partenaires pour augmenter des fois un peu l'intensité de vos entraînements. Donc ici, ça pourrait être ici avec un partenaire qui tient les chevilles. Je pourrais faire des setups. Je pourrais garder la position comme ça 3 secondes. Je descends dans un angle ici plus grand. Encore 3 secondes et juste près du sol 3 secondes et je remonte. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut venir faire avec les tempos d'exercice qui peut être cool pour nos athlètes. Ici, ça pourrait être avec mon partenaire ici. Donc le participant fait l'exercice. Celui qui va venir faire la pression qui est l'évaluateur. On pourrait dire quasiment le professeur va venir pousser contre la cheville de l'athlète, donc il devrait avoir une extension à la hanche, donc activation soutenue du fessier. Ici, quand on parle de side raise, vous dites je voudrais faire les épaules avec mes athlètes, qu'est-ce que je peux venir faire? À part les push-ups, à part les press, des choses comme ça, c'est difficile, mais vous pouvez faire ça si vous avez une équipe de soccer, de hockey, de rugby, de football. Donc, juste le fait de faire ici l'exercice de side raise. Donc, dans le fond, vous mettez un autre partenaire ensemble, deux par deux. Et soit un genou au sol, les deux genoux au sol. On va venir pousser contre les poignets de l'athlète. Il devra garder soit la tension sans bouger le segment qui est le bras ici, ou sinon, vous pourriez faire aussi une pression. Le participant doit résister à la tension lorsqu'il va descendre en simultané. Donc, ça peut être aussi intéressant. Méthode aussi plus avancée. On appelle ça une technique plus accentuée en excentrique.
et des fois aussi même supra-maximal. Donc ici, on peut avoir aussi le crabe qui peut être cool. Donc je lève une jambe dans les airs, engagement du fessier opposé. Je pourrais ouvrir, fermer ma jambe, flexion, extension. Donc utilisez les partenaires pour créer des nouveaux exercices. Je vous en ai donné ici quelques-uns, mais soyez original, soyez créatif et il y en a plein que vous pouvez faire. Ici, exercice de la coiffe des rotateurs, ça pourrait être une personne derrière qui pousse sur le poignet et le participant doit décélérer en ramenant sa main près de son corps vers le sol. Ici, split squat, j'utilise souvent avec des groupes lorsque je suis sur le terrain. Split squat, donc position de fente, on pourrait dire, et le partenaire derrière va venir pousser contre les épaules du participant et le participant devra garder la tension musculaire sans bouger comme ça pour un 20 à 30 secondes. Donc, vous pouvez faire aussi les deux côtés. Si vous avez un banc, Bulgarian split squat. Ici, la planche, pression dans le bas du dos, il doit garder. Des fois, on a nos athlètes qui font 2, 5, 10 minutes de planche. Si je pense des fois à des gymnastes, je suis capable de faire 15 minutes de planche sans bouger. Ben, c'est sûr qu'on ne pourra pas dire à ces personnes-là, ben là, aujourd'hui, notre activation va être on fait juste la planche pour ça. Donc, on doit l'intensifier dans certaines situations. Et ici, le fait de faire la planche, vous prenez un partenaire avec son coude, sa main, il vient déposer une pression dans le bas de dos qui va venir intensifier l'exercice. Ça pourrait être la même chose ici avec une intensification au niveau de la cheville. Donc, la personne devra faire une extension à la hanche. Et ici, le Nordic curl qu'on parlait tout à l'heure, qui est très utilisé au niveau de l'entraînement. Alors, je vous remercie sincèrement pour le temps que vous avez consacré pour cette présentation-ci. J'espère que les conseils vous ont beaucoup aidé. Je voudrais remercier du fond du cœur le CDESL pour l'opportunité, donc le Conseil de développement excellence sportive Laurentide. Vous pouvez visiter notre site web au www.cdesl.net. Il y aura aussi une période de questions qui sera disponible en Facebook Live. Donc, ça me fera plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram à équipe CDESL ou sinon sur mon Instagram à Lachon Training. J'espère que ça vous a plu, ça vous a aidé. Passez une très belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.